paramètres de couleur. Donc ça c'est important de respecter quelque part une certaine cohérence. Hein. Vous n'allez pas prendre un fond rouge alors que tous vos stimuli, comme vous pouvez le voir ici, sont sur un fond gris. Ça va dans le bon sens, mais c'est important de le mentionner parce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire à ce stade-là, en forme de pré-test, va conditionner tout le reste du protocole, peut-être sur vos 3 années de thèse ou de postdoc. Donc c'est important de tester les influences que ça peut avoir. Vous constatez également, entre deux visages, les deux premiers visages, une croix, qu'on appelle une croix de recentrage. Est-ce que vous savez à quoi ça peut servir? Pourquoi est-ce qu'entre deux stimuli visuels, deux planches, je mets une croix? Exactement, donc je répète, pour oublier le précédent. Pourquoi? Parce que, imaginez que je regarde donc, sur la première image, j'ai deux visages, et je regarde gauche-droite, gauche-droite, droite-droite, et donc je finis sur l'image de droite. Et donc forcément, lorsque l'image suivante apparaît, à supposer que je n'ai pas de croix de recentrage, ça veut dire que mon premier coup de regard, de manière involontaire, soi-disant rémanente rétinienne, fait que je vais rester sur l'image de droite. Et donc si on fait ça à l'interprétation, je voudrais que mon premier coup de regard va se porter sur l'image de droite, pas sur le visage de droite. Okay, et ça ne permettrait pas de dire de façon claire, est-ce que l'intérêt se porte vraiment en tout premier sur le visage de droite, ou est-ce que c'est dû à l'historique de l'image du stimulus précédent? D'où un protocole, enfin juste une petite astuce qui consiste à insérer en fait une croix dite de recentrage, parce que je sais qu'entre les deux, boum, la personne va revenir relativement spontanément, voire même encouragée, sur le centre, et on va supprimer la première fixation. Et donc c'est la deuxième fixation qui va être pertinente dans ce cas-là. La première étant très probablement au niveau central. D'accord ? Donc voilà, vous pouvez déterminer le temps d'exposition, ça peut être un temps qui peut être limité, 2, 3, 4, 5 secondes, etc. Ou un temps illimité, c'est-à-dire que c'est vraiment le participant dans ce cas-là qui décide, est-ce que je présente, je laisse pendant un temps infini jusqu'à ce que la personne en ait marre et appuie sur la barre d'espace ou autre. Donc ça va faire partie de votre réflexion. Ici, Thomas a activé les deux, à savoir que donc il y a 4 secondes. Ah non, c'est pas, excuse-moi. Tu viens de le désactiver. Donc si, on peut cumuler les deux. Par exemple, si tu veux bien le repiquer, ça voudrait dire que si le participant ne fait rien, de toute façon, au bout de 4 secondes, je passe au stimulus suivant. Rien n'empêche à ce que le participant, avant les 4 secondes, décide d'appuyer la barre d'espace et de passer au stimulus suivant. Donc c'est bien un choix qu'on va lui donner et qui peut aussi, par exemple, tenir lieu de temps de réaction. Genre, dès que tu as trouvé le visage triste, enfin, vous avez différents types d'émotions qui sont montrées, dès que tu as trouvé le visage triste ou le visage neutre, tu appuies sur la barre d'espace. Et on peut comme ça mesurer un delta T, un temps qui s'écoule, entre le moment où le stimulus est présenté jusqu'au moment où vous avez soit un clic, soit une touche qui est saisie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Bon, c'est relativement simple, vous ajoutez des vidéos, vous avez même la possibilité d'utiliser donc c'est relativement nouveau, ça date de la semaine dernière, de ce qu'on appelle des sites web. Donc et cette fois-ci, c'est dynamique, puisque chacun peut scroller comme il veut, vers le bas, vers le haut, changer d'adresse URL, cliquer, ainsi de suite. Donc on peut également le faire. Et un dernier type de stimulus, c'est ce qu'on appelle le screen recording, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'écran. Vous avez vu tout à l'heure dans notre salle, Florian et Mathieu ont utilisé des vidéos, mais ça peut être une vidéo que vous passez sur YouTube. La tâche pouvant être trouve-moi la vidéo de nanana sur YouTube. Donc il y a même une saisie au clavier avec une recherche. Donc ça peut faire partie de votre protocole, forcément l'interprétation va être faire. C'est nous qui donnons les instructions. Donc le fait de chercher aussi, de chercher les vidéos sur YouTube, ça fait partie aussi. Ça peut faire partie du protocole. Ouais. Je vous donne, alors sans citer de nom, effectivement, vous imaginez les concurrents de YouTube, et donc il s'agit de comprendre en fait comment est-ce que le lecteur multimédia, qui est autre que YouTube et qui pourtant fait référence, en fait, présente des défauts. Et donc ceux qui travaillent sur l'ergonomie de ces interfaces sont intéressés de savoir est-ce que le bouton pour couper le son, est-ce que les vidéos, vous savez, skip
skip ads, est-ce que je le mets ici en bas à droite, en haut à gauche, au milieu, quelque part. Tout ça, en fait, fait partie de ce type d'études qu'on peut envisager. Et là, dans ce cas-là, c'est pas la vidéo. La vidéo est une excuse. C'est bien l'interface graphique qui m'intéresse. Dans ce domaine, initialement, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on a fait la question pour ça. Parfaitement. Oui, oui. Effectivement, ce qu'on dit, mais parce que on est dans le tracking, c'est que si vous ne traquez que le clic et les scrolls, c'est bien une conséquence. C'est d'autant plus vrai avec nos nouvelles générations à nous, parce que autant, moi, quand j'ai commencé, je me suis battu pour avoir une adresse email. Pour vous, vous dites que ça ne peut pas exister sans adresse email, n'est-ce pas? Je regarde déjà. Donc du coup, moi, quand j'ai commencé, en fait, j'étais revenu en enfance où je lisais, et en fait, le pointeur de souris, c'était quasiment mon doigt. Donc, vous l'avez peut-être constaté encore avec des personnes qui vont se... Je vois ma mère, elle le fait, elle lit en dessous de son curseur, comme si elle pointait son doigt, vous savez, comme quand on était gamin et qu'on apprenait à lire. Aujourd'hui, avec vous, je vais vous poser la question et vous allez le faire quand vous allez surfer tout à l'heure. En fait, la souris, elle est en cluster, ce qu'on appelle immobile. Vous cherchez, et tout à la fin, vous cliquez. Et même pire, je positionne à un endroit préférentiel, je cherche, et puis à la fin, je roule. Et donc, si vous ne traquez que le clic dans ces cas-là, vous avez perdu 90 et 95% de la stratégie de l'outil. Je vais essayer d'avancer, pardon, je suis ultra négatif. Tu m'arrêtes. Cette fois-ci, c'est toi qui je sais. Vous ne soyez pas surpris, nous avons le plaisir de recevoir une équipe de la Bonjour. Je suppose que tout le monde est d'accord. Oui. Là, en l'occurrence, ici, il s'agit d'images, tu me confirmes? Et donc, du coup, on peut mettre n'importe quelle image. On n'a pas un objet qui s'appelle comme ça. Oui, c'est ça. S'il y avait eu 3 images, par exemple, là, on en a 2. Mais s'il y avait eu 3 images, dont une centrale, ce serait un peu maladroit de placer la centrale. Dans certaines situations, on n'a pas tellement de choix. Notamment, on travaille beaucoup avec des bébés. Des bébés qui peuvent être de quelques semaines à quelques mois. On veut comprendre, je disais tout à l'heure à déjeuner qu'on travaillait avec une équipe de l'université de Nanterre sur le bilinguisme. Donc à quel âge est-ce qu'on devient bilingue? Déjà monolingue, et en fait à quel âge en fait s'acquiert cette capacité à switcher, excusez-moi, je ne fais pas exprès, à basculer d'une langue à l'autre. Voilà, donc ce sont les questions qui se posent, et dans ces cas-là, c'est très difficile. Je pense que c'est indépendant de l'interaction en soi, c'est d'attirer l'attention de mon participant, ici 3 mois, sur beaucoup trop de points. Donc il est hors de question que ce soit 9 points, et donc 2 points peuvent parfois suffire. Dans ce cas-là, on adapte le protocole en disant je ne vais pas faire 15 visages, je vais faire 2 visages, et 2 points suffisent. Tu me confirmes? J'ai peut-être pas suffisamment insisté sur le rôle de Thomas, qui est donc notre ingénieur support senior, qui est chez Toby depuis 3 ans. Voilà. Donc quand vous sollicitez le support, c'est lui qui vous répond si vous envoyez un message en français. On essaye de faire dans ce sens-là. Donc en fait, c'est lui l'expert. Moi, je suis là, je suis sa voix. Je suis sa petite voix. Il n'a plus de voix. Donc voilà le protocole. Je pense que, est-ce que vous avez des questions en particulier sur sa mise en place? Oui. La question c'est par rapport au tracker qu'on a vu tantôt, c'est quoi la différence? Alors d'abord, le tracker que vous avez ici à l'université se présente sous une forme de barre. La différence est bien sûr dans la forme. Vous avez une barre qui est très mobile, donc qui vous permet de vous balader d'école en école, d'université en université, d'avoir des possibilités de s'adapter à la situation. Donc ça c'est un gros avantage. Son inconvénient, c'est qu'il monte jusqu'à 120 Hz, 120 images par seconde. C'est difficile pour ce type d'eye tracker de façon sérieuse de monter à des fréquences plus élevées, parce qu'on sait que la qualité se dégrade assez rapidement.
C'est pour ça qu'à partir de 120 Hz, et en l'occurrence ici sur la série Spectrum, on commence à 150 Hz. Voilà les différences. L'autre différence, bien sûr, c'est l'aspect écran et intégration. Maintenant, quand vous êtes sur un spectrum 150 Hz et que vous avez besoin de passer à 1200 Hz, en fait, vous ne rachetez pas tout. Voilà l'avantage. Mais ça vous force du coup à avoir un dispositif qui est sur écran. Ou vous faites vous coupez si vous souhaitez. Mais il n'empêche, c'est pas du tout la même. Ça se met pas dans la poche. Qu'est-ce que ça apporte de plus d'avoir 1200 Hz par rapport à 100 Hz? Alors, qu'est-ce qui peut me répondre Donc en fait, tout l'intérêt d'avoir 1200 Hz par rapport à 120 par exemple, c'est qu'on va pouvoir mesurer des choses différentes. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, il y a des gens qui veulent mesurer des temps de fixation. Donc ça, c'est intéressant pour mesurer l'attention des personnes, mais dans d'autres cas, ils vont vouloir mesurer par exemple des saccades, qui sont des mouvements très très rapides. Donc c'est 20 à 40 millisecondes. 20 à 40 millisecondes, quand on est à 120 Hz, ça va correspondre à 5 ou 6 échantillons. Donc c'est vraiment pas beaucoup pour faire une mesure, c'est-à-dire que si on manque un échantillon, on a manqué quasiment 20% de notre mesure. Donc l'intérêt d'avoir 1200 Hz, c'est que là, on aura 50 à 60 échantillons pour une saccade. Si on en loupe un échantillon, on ne loupe pas le même pourcentage de la durée de la saccade. Donc là, on arrive vraiment à mesurer des temps de saccade. Ça nous permet pour d'autres personnes qui veulent faire de la contingence ou ce genre de choses, donc c'est-à-dire réagir aux saccades et changer le stimuli visuel par rapport au mouvement des yeux de la personne. Donc ça va arriver dans certains cas, certains chercheurs cherchent par rapport à ce genre de sujet, de le faire. Avec ce tracker, on va pouvoir le faire. Et après, l'autre intérêt aussi, je pense qu'Antoine n'a pas exactement bien insisté dessus, c'est qu'aussi le X3, c'est un tracker qui a une certaine précision, une certaine variance dans la mesure, alors que le Spectrum, c'est pas les mêmes valeurs. C'est-à-dire que c'est des valeurs qui sont beaucoup plus basses. On a un tracker qui est beaucoup plus précis, qui a une variance beaucoup plus basse. Et on va pouvoir avoir des stimuli beaucoup plus complexes, et notamment en lecture, par exemple, beaucoup de gens vont vouloir savoir quelle lettre a été vue, quelle lettre n'a pas été vue, et ça, on ne va pas pouvoir le faire avec un X3, juste par rapport aux valeurs qu'on a dans la variance et dans la précision du tracker. Ça répond à la question? Le mieux, c'est qu'on va vous solliciter, et puis si quelqu'un veut bien se porter volontairement désigné. Je sais pas. Ou est-ce qu'on continue avec Média, puisque dans la foulée, ou est-ce que quelqu'un... Je vois Crépin, qui sont très intéressés, je vois Fatia aussi, il y a d'autres rangs, ça fait 3 candidats. Oui, pourquoi pas. Il faut combien de personnes? je veux dire, le protocole, il dure combien de temps, Thomas? Là, le protocole dure 4 minutes, mais on ne va pas le faire en entier, on va couper court, je pense, mais c'est pour expliquer le concept, et après on pourra vous montrer, parce qu'on a déjà des enregistrements qui ont été faits sur ce protocole-là, donc on vous montrera à partir de ça. S'il y a une deuxième personne qui veut tester, après, il n'y a aucun souci. Là, on va juste montrer tout l'enchaînement des choses, surtout ça. Vous les appelez au fur et à mesure. Comment? Vous pouvez les appeler au fur et à mesure. Ok. Oui, totalement. Je te reprends le micro. Ouais, tu veux que je te dise, mais... C'est possible On m'entend. Sur le micro, oui. C'est bien ça. Donc du coup, là, Antoine, ce qu'il vous a expliqué rapidement, c'était l'onglet de design, donc ce qui vous permet de créer vos timelines, de créer les stimuli, exactement les créer, mais de les agencer pour les présenter à vos participants. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est passer à ce deuxième onglet qui s'appelle Record, qui va nous permettre d'aller enregistrer nos participants. Donc là, Fatia. Donc Fatia, qui est devant le tracker, je vais pouvoir venir traquer les mouvements de ses yeux. Donc j'ai mon tracker ici, qui a été sélectionné. Alors il va falloir que je positionne la participante en face du tracker. Peut-être qu'Antoine peut m'aider avec ça. Alors pour positionner le participant, en fait, on va essayer de le positionner à la distance optimale. C'est similaire au X3, c'est-à-dire qu'on a une distance de focus de nos caméras, les caméras qui servent à l'eye tracking, qui est de 65 cm, donc c'est là qu'on va essayer de placer notre participant jusqu'ici. Alors une fois que notre participant ou participante est bien positionné, on va pouvoir démarrer l'enregistrement par une phase de calibration. Je dis un objet web, mais c'est pas grave. Ça ira. Alors du
lorsque moi je vais démarrer la calibration, donc Fatia en fait va avoir un point défilé à l'écran qu'elle va suivre avec les yeux, donc c'est les points de calibration. Vous allez voir ce que Fatia est en train, où Fatia est en train de regarder. Alors, il faut savoir que là, les données que vous voyez à l'écran, c'est des données non calibrées. C'est en train d'être calibré par le tracker. Donc on a 5 points de calibration ici, dans les 4 coins et au centre. Donc, une fois que la calibration sera finie, on devrait avoir un autre résultat de calibration. Donc là, c'est la calibration de Fatia. Si tu veux, tu peux regarder à l'écran là-bas pour voir à quoi ça ressemble. Donc on peut voir les données qui ont été mesurées pour les deux yeux, l'œil droit et l'œil gauche, de deux couleurs différentes, vert et bleu. Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est les photos qui ont été prises pour chaque point de calibration. On a trouvé un modèle mathématique pour son œil, et lorsqu'on a appliqué le modèle mathématique pour son œil, on trouve des valeurs d'écart par rapport à la mesure. Les croix représentent l'endroit où nous, on voulait mesurer, et les points en vert et bleu, l'endroit où on a effectivement mesuré qu'elle regardait. Donc là, par exemple, on voit que c'est vraiment une très très bonne calibration. On a des valeurs pour la précision en degrés d'angle et pour la variance de cette mesure. Donc là ici 0,05 degrés pour la précision et 0,07 degrés pour la variance. Donc c'est des mesures qui sont très précises. Ça c'est typiquement le genre de calibration qui pourrait nous permettre de faire des études en lecture, où on va vouloir savoir quelle lettre le participant regarde sur l'écran. Alors là, moi je vais accepter cette calibration parce qu'elle me plaît. Et Fatia va voir les stimuli défiler à l'écran lorsque je vais lancer l'enregistrement, si tout se passe bien. Alors là, vous aussi, vous pouvez voir ce qui se passe. Alors tu as un clavier, si tu veux, pour l'utiliser. Donc tu pourras appuyer sur espace. Voilà. Donc au départ, ici, c'est une vérification de ma calibration. Je demande à mon participant en fait, de suivre le point. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire dans un design. Dans ce cas-là, on l'a fait parce qu'on voulait vérifier la précision des mesures. Donc en fait, le participant regarde le point et ça nous permet de recalculer une précision et une variance sur la mesure. Est-ce que je peux t'interrompre? J'insiste sur l'aspect pas de mentonnière en fait. Vous avez vu Thomas, sans le vouloir, enfin peut-être qu'il a fait exprès, il a demandé à Fatia de regarder l'écran là-bas. Donc forcément, elle s'est déplacée. Involontairement, un peu, légèrement. Est-ce que Fatia a lu quelque chose là? Elle a lu un texte ou pas? Oui, Ce qui est à l'écran. Ouais. Tout à fait. Et on voit qu'en fait, même avec le mouvement de tête, on arrive à récupérer totalement la précision en fait. Pour la traduction à vue, à mon avis, c'est l'idéal. Donc il y a une très très bonne tolérance par rapport au mouvement de tête, ce qui permet de récupérer des mesures valides. C'est ça, l'intérêt, c'est que le comportement n'est pas biaisé par le fait que j'ai la tête posée sur une mentonnière et que je me sens cobaye. Je ne me sens pas participante, je me sens cobaye. C'est pas le cas ici. C'est ça qu'on essaie de ne pas provoquer, cet effet cobaye. À Westminster, à Londres, ils ont fait un séminaire pendant 2 jours pour trouver un moyen d'évaluation pour la traduction à vue. Sans résultat. Il y a les 3-4 doctorants qui ont présenté leurs travaux, c'était sans résultat. Parce que je me dis, avec le eye tracker là, comment vous l'avez appelé? Le spectrum. Le spectrum. À mon avis, ça c'est vraiment qui peut nous indiquer la difficulté si elle vient du texte ou c'est le traducteur lui-même qui n'arrive pas à faire une bonne traduction. On a un bureau juste à côté de l'Oxford. C'est vrai? Ouais. Donc là, en fait, notre participant en soi peut continuer avec l'expérience. Et donc nous, on voit en fait ce que le participant est en train de regarder en direct. Donc dès que tu es prêt, tu peux appuyer sur la barre d'espace. Et donc là, on a notre expérience. Donc c'est les faces émotionnelles, les visages émotionnels. Donc notre participant regarde la croix au centre et puis décide de regarder à droite ou à gauche les faces émotionnelles. Et là-dessus, on pourra faire bien sûr, par exemple, le type d'analyse, savoir qu'est-ce que mon participant voulait regarder. Alors là, c'était l'élément web. Je vais appuyer tout de suite. C'est vrai que j'ai détruit mon expérimentation, mon design, en ajoutant des choses au dernier moment. Hop, on va revenir sur la fixation. Désolé pour notre participante. Donc en fait, toutes les données qui sont montrées là en live, bien sûr, elles sont enregistrées et après on va pouvoir faire du post-processing dessus. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser. Et pour ce faire,
on va pouvoir faire plein de choses comme dessiner des zones d'intérêt sur notre stimuli visuel, c'est-à-dire dire voilà la zone des yeux, du visage, moi je vais vouloir savoir combien de temps ma participante a passé à la regarder, ou quelle partie du visage elle a regardé en premier, etc., etc., etc. Toutes les valeurs que vous voulez avoir, vous pouvez les avoir avec ces données là. C'est difficile pour toi, mais c'est vrai. Il faut considérer que dans une vraie expérience, tu es dans une cage. Tu es bien isolé d'une audience qui te regarde et qui t'écoute et qui t'épie toutes les 10 secondes. Mais oui, tu vis ta vie. Enfin, tu essaies. Oui, c'est pas évident. Là, parce que, généralement, bien sûr, ce qu'on essaiera de faire pour éviter d'introduire du biais pour le participant, quand on fait une étude en eye tracking, ça va être de ne pas parler en même temps. Ça va être d'éviter d'interagir avec le participant. Donc là, on voit qu'on a, des tâches, en fait, qui sont des tâches écrites. À l'écran, c'est le participant qui lit la tâche. Donc c'est le design typique. On attend que le participant ait bien compris la tâche pour avoir une réaction au clavier. C'est la pression sur la barre d'espace pour aller au stimuli suivant. Donc on essaie vraiment de ne pas du tout interagir avec le participant pendant l'intérêt de tracking. Donc là, on n'est clairement pas bon, hein, a priori, pour ce participant-là. Mais vous inquiétez pas, on a fait d'autres enregistrements. Et on pourra faire un peu d'analyse là-dessus, vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Alors on va peut-être arrêter l'enregistrement pour éviter de fatiguer Fatia. Ça va? Alors on va l'arrêter. Donc une fois que bien sûr mon enregistrement est arrêté, tout est sauvegardé par le logiciel. Et ça c'est quelque chose, je vais pouvoir le rejouer directement, si je veux. Donc le rejouer, ça va vouloir dire voir ce qui a été présenté à l'écran au cours du temps et voir où Fatia est en train de regarder. Alors je vais pouvoir vous montrer ça. Alors c'est celui-là. Donc là c'est bon, tu n'as plus besoin de regarder l'écran. Alors j'ai toute une phase au départ, donc c'était ma phase de calibration. Mais à partir d'un certain moment, on va arriver dans la phase où je commençais à représenter mes stimuli. Et donc là on va avoir mes fixations qui sont représentées par ces petits ronds et mes saccades qui sont représentées par les droites entre les petits ronds. Il y a eu une opération mathématique intéressante entre les deux, hein, puisque on est bien parti de 1200 échantillons de mesure, puisqu'on a un appareil à 1200 Hz, et on est arrivé à un résultat qui est comportemental, c'est-à-dire qu'on est arrivé aux fixations aux saccades. Si vous vous souvenez de mon petit tableau, alors je n'ai pas suffisamment insisté tout à l'heure sur la tâche de lecture, en disant qu'en lecture silencieuse, une fixation a une durée reconnue de l'ordre de la centaine de millisecondes. Donc ça veut dire que par seconde, vous allez faire environ 5 à 6 fixations. Okay. Ça veut dire que je passe, pour construire ces 5 ou 6 fixations, plus les saccades correspondantes, j'ai un ensemble de 1200 points. Et donc mathématiquement, il y a eu un regroupement de points suivant donc, un algorithme qu'on appelle un filtre de fixation, qui nous a permis de les sélectionner, de les agglomérer, de les clusteriser, et de les interpréter en tant que soit fixation, soit saccade oculaire. C'est quelque chose que vous pouvez faire a posteriori. On est d'accord? Donc c'est ici, c'est ce que vous montre Thomas. Vous avez ici, donc nous on a implanté un algorithme qui est basé sur un critère de seuil de vitesse de saccade, mais rentre pas trop dans les détails. En tout cas, vous pouvez réfléchir a posteriori sur le comportement des participants et donc obtenir les fixations et les saccades qui sont correspondantes. C'est le même théorème. Shannon. Vous connaissez tous Shannon? Ah. Hormis le fait que c'est une ville magnifique où on sert un Irish coffee à tomber, c'est un chercheur en fait sur tout ce qui est métrologie qui dit que si vous voulez mesurer un phénomène à X Hertz, donc qui intervient, prenons un exemple, si vous voulez mesurer un phénomène qui intervient 10 fois par seconde, il faut que votre capteur soit à minima capable de mesurer au double de cette fréquence. Donc vous devez avoir un capteur qui, à minima, si vous ne voulez pas perdre d'informations fondamentales, de mesurer 20 fois par seconde. Après, on voit que dans la pratique, il vaut mieux, plus vous avez de points, mieux c'est. Mais c'est la base. Sinon, un bon exemple de ça, c'est simplement filmer un hélicoptère. On voit des trucs vraiment bizarres comme les pales qui tournent tout doucement ou même à l'envers si on filme avec une mauvaise fréquence. Donc, c'est vraiment manifeste.
théorème de Shannon. Ouais, stroboscopique. Donc ça, c'était le filtre de fixation. Alors, on va pas aller dans le détail, bien sûr, parce que c'est pas si simple que ça à expliquer. Il y a beaucoup de choses derrière et c'est beaucoup d'années de recherche. Et il y a énormément de gens qui continuent à faire de la recherche là-dessus pour améliorer les filtres de fixation, parce que là, pour l'instant, comme son nom l'indique, c'est un filtre qui trouve des fixations. Mais les mouvements des yeux, c'est pas seulement des fixations. Il y a les saccades, il y a plein d'autres mouvements des yeux, dont on parlera pas maintenant. Mais là, c'est vraiment le plus simple, on va dire. On s'intéresse seulement aux fixations, classifier les fixations et les saccades. Donc ça nous donne un rejeu en fait de là où Fatia, de là où Fatia regardait. Donc là, vous pouvez vous demander en fait, moi, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour analyser ça, parce que c'est pas évident, j'ai pas envie d'aller regarder ce que chaque participant allait regarder à la seconde près, ça va me prendre énormément de temps. Mais c'est là que Toby Prolab fait le boulot pour vous, c'est-à-dire que vous allez montrer des stimuli une multitude de fois à différents participants, et Toby Prolab va pouvoir agréger ces données sur chaque stimuli. Donc si c'est une image, les agréger sur une image. Et ces stimuli-là, moi je vais pouvoir les retrouver dans un outil qu'on appelle l'outil AOI, donc c'est les aires d'intérêt en français, Areas of Interest en anglais, donc c'est pour ça que ça s'appelle AOI. Et sur une AOI, alors là il y a beaucoup de choses, on va peut-être en enlever. Mais en fait, ce qu'on est en train de faire ici, c'est dessiner des zones d'intérêt sur notre stimuli, donc elles sont en couleur ici, pour aller demander au logiciel de trouver toutes les fixations, tous les échantillons qui se trouvent dans cette aire d'intérêt. Et ça, en fait, ce que ça va me permettre de faire, ça va me permettre de tirer des statistiques directement. Donc c'est les durées de fixation totales, par exemple. Combien, donc si toutes les fixations, vous reprenez toutes les fixations qui ont été faites dans ce rectangle, par exemple ici, de combien sont-elles, combien de temps durent-elles. Ça va? Mais ça va en fait vous permettre donc d'avoir des valeurs statistiques pour appuyer votre étude. Les valeurs statistiques que vous allez pouvoir avoir, elles sont très nombreuses. Donc là, je vous les montre rapidement. On en a toute une liste disponible. Donc c'est des statistiques sur les AOI, comme les durées de fixation, il y aura le nombre de fixations, des visites, des choses comme ça. Ça, je vous invite de vous-même, si vous êtes intéressé par toutes les statistiques qui peuvent exister, d'aller creuser. Nous, on vous en propose dans le logiciel un certain nombre, mais il faut savoir que vous pouvez aussi les combiner et vous pouvez aussi faire vos propres statistiques. C'est-à-dire que tout ce qui est enregistré là, vous pouvez l'exporter sous un format Excel avec vos 1200 lignes par seconde. Donc inutile de vous dire que si vous avez 10 minutes d'enregistrement par participant, vous avez 100 participants, ça va faire beaucoup de lignes. Mais pour chaque enregistrement, chaque ligne, vous allez pouvoir savoir est-ce que cet échantillon-là se trouvait à l'intérieur ou à l'extérieur de mon aire d'intérêt. Et ça va pouvoir vous permettre de faire plein de choses et de comprendre plein de choses. Ouais. Est-ce que tu ne veux pas montrer le truc sexy là? Carte de chaleur, tu sais, les trucs de commerciaux, quoi, tu vois. Ouais, moi c'est le truc que j'aime pas trop. Je vois bien, mais bon. Je l'évite à chaque fois. Oui, bien sûr. Donc, comme je disais, on agrège les données. Donc, si vous le voulez, si vous voulez des choses sexy, comme Antoine le dit, vous pouvez obtenir des cartes de chaleur. Si ça veut bien décharger. Alors là, celle-là n'est pas très intéressante. Mais par exemple, sur mes faces émotionnelles, je vais pouvoir récupérer les cartes de chaleur. En rouge, bien sûr, là, on va représenter là où le participant regardait le plus. Et sans couleur, c'est là où le participant regardait le moins. Donc il y a un dégradé du rouge vers le vert. Mis à part ça, vous pouvez aussi, bien sûr, alors là c'est un outil qui, dans mon sens, les cartes de chaleur est intéressant si vous voulez, par exemple, avoir une représentation très visuelle. Ça ne va pas vous donner une idée de ce qui se passe exactement, parce que ça, on ne sait pas dans quel ordre les fixations ont été faites dans les zones rouges, on ne connaît pas exactement leur durée, on ne peut pas exactement répondre à une question avec une carte de chaleur. Il y a des choses qui vont pouvoir servir, et ça sert énormément aussi en lecture, pour aller retrouver des patterns, c'est-à-dire comprendre dans quel ordre et comment mon participant est allé regarder mon stimuli. Donc ce sont ce qu'on appelle les gaze plots. Donc ça, ce qu'on fait, c'est qu'on représente les fixations avec un nombre, on les lie entre elles, et une certaine taille. Donc la taille va représenter la durée de la fixation. À l'intérieur, on va avoir le nombre, donc ici par exemple, on a notre première fixation, et on va pouvoir comprendre comment mon participant
a parcouru le stimuli. Alors c'est très très bien pour la lecture, typiquement, alors il me semble que je dois bien avoir un texte là-dedans pour vous montrer, par exemple, alors là, il faudrait, parce que là on a tous les participants en même temps, mais si je vous montre un participant, là voilà, on voit comment mon participant a parcouru le texte. Donc ça nous donne une idée de où le participant peut regarder, quel mot en particulier, etc., etc. Et là, je peux trouver des patterns, je peux trouver des choses comme de l'incompréhension, par exemple, expliquer pourquoi mon participant n'a pas compris le texte, des choses comme ça, juste pour, avec certains mouvements des yeux, des mouvements de va-et-vient des yeux, par exemple. Ce qu'on appelle les saccades régressives. Ouais. Pour défendre quand même la carte de chaleur, ou qu'on appellera plutôt carte de science, hein, puisque par rapport à ce que faisait M. Mancas, c'est de la communication. C'est vrai que si vous montrez ça à un groupe, on va dire, de gens qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas travaillé 3 ans dans votre thèse, c'est pas aussi simple de l'expliquer, sauf si je prends 1 ou 2 personnes qui sont représentatives de mes différentes populations. La carte de science visuelle, la carte de chaleur, en fait, a cet avantage, mais aussi cet inconvénient de véhiculer les idées. En tout cas, un message que vous voulez faire passer. Donc, charge à vous, on insiste là-dessus, charge à vous de faire véhiculer le bon message. Donc, c'est bien à travers les statistiques que vous allez en extraire des conclusions. Ce n'est pas à travers les cartes de chaleur, comme on a pu le voir une fois, hélas. On essaie de combattre cet aspect-là, et Thomas en est un pieux représentant. Il esquive la partie sexy. Mais il y a quand même un aspect de communication qui est tout aussi important. Quand ça devient rouge, ça veut dire que c'est resté plus longtemps que dans les autres. Alors, ça va dépendre énormément des paramètres qu'on va utiliser. Voilà, c'est-à-dire, moi, ma carte de chaleur ici. C'est ça qui est intéressant, pour savoir si c'est revenu plusieurs fois. Voilà, là, c'est plutôt dans les métriques qu'on les obtiendra. Ici, c'est vraiment de dire quelle est la fréquence ou la durée, en fin de compte. Donc, il y a 2 types de coloration possibles. Là, on voit ici, par exemple, qu'il a coloré par rapport au comptage. Vous voyez, dans Type, il y a Absolute Count. Donc, on compte le nombre de fixations, indépendamment du nombre d'entrées-sorties, d'allers-retours qu'il y a entre chaque mot, ou chaque phrase, ou chaque ligne. Si par contre, on est intéressé plutôt par la durée, voilà, on voit que, peut-être sur les visages c'est un peu plus marquant, on voit que la durée, en fait, présente un pattern, si on peut l'appeler comme ça, de carte de chaleur, qui est différent selon qu'on colore par rapport au nombre de fixations ou à la durée totale de fixation. À nouveau, l'interprétation ici est vraiment pas évidente sur la base de ces justes cartes de couleurs. C'est à mettre en parallèle par rapport à vos protocoles et vos questions de recherche. C'est fondamental. Je n'ai pas besoin de vous convaincre, on est dans un domaine de recherche, donc vous connaissez cette approche structurée. Mais c'est très très tentant de montrer ces choses sexy. Et j'y sais dessous. Avez-vous des questions? Est-ce que tu veux montrer un tableau? C'est beau, hein, le tableau. Je peux vous montrer un tableau. Alors, donc du coup, je suis passé très très vite sur mes métriques. Mais donc ce qu'Antoine me dit par un tableau, en fait, ça va être les résultats, en fait, les données que moi j'ai récupérées et les statistiques qui m'intéressent. Donc on va aller ensemble sélectionner le stimuli qui va nous intéresser. Alors, ici à droite, je ne vais pas vous faire le détail de tout, mais on a énormément de manières de sélectionner les différents stimuli. Je vais récupérer une des phases émotionnelles pour aller voir combien de temps mon participant a passé sur telle ou telle partie de la phase émotionnelle. Alors, il faut juste que je le trouve là. Alors, je pense qu'il est caché quelque part là-dedans. Voilà. Donc, ma phase émotionnelle, moi, je veux savoir, est-ce que mon participant est allé vers la phase neutre ou la phase heureuse, par exemple. Ou celui-là, c'est la phase heureuse et la phase angry, méchante, en colère. Donc, je pourrais aller sélectionner cette partie-là et sélectionner un certain nombre de métriques, donc celles qui sont listées à gauche. Donc, pour l'instant, je vais tous les sélectionner et peut-être aller chercher, par exemple, une durée totale de fixation sur mes aires d'intérêt.
le compte de mon nombre de fixations. Je veux savoir combien de fixations mon participant a fait sur la face neutre ou sur la face heureuse. Je pourrais aller chercher une mesure de l'impact visuel, par exemple, avec le temps à la première fixation, entre le moment d'exposition du stimuli et la première fixation dans l'aire d'intérêt, qui sera soit la face neutre, soit la face heureuse, par exemple. Cette fameuse première fixation, en fait. C'est une des questions des travaux que j'ai évoqués de Quentin Guyon, de l'Université de Toulouse-Lyon, qui travaille avec le professeur Bernadette Roger, sur un centre de recherche autisme. Et en fait, il a mis en évidence que en fait, la première saccade pouvait être un marqueur sur certains comportements autistiques, sur certains spectres autistiques. La première saccade. Et là, de mémoire comme ça, en fait, son hypothèse était que sur les enfants qui sont atteints d'un certain spectre, en fait, avaient une incapacité à aller en fait, dans une certaine direction sur la moitié d'un visage. Je n'ai pas les détails, mais la présentation que je vous enverrai, que j'ai utilisée, vous donne les références bibliographiques. Si vous cherchez Quentin Guyon, vous trouverez, en fait, il a publié sur PLOS ONE, justement sur ce sujet. Et donc là, cette première fixation a son importance par rapport à l'impact visuel, alors commercial, bien sûr, et là, ici, un marqueur par rapport à une question de recherche sur le spectre autistique. Il n'y a pas une dimension significative de la statistique? Est-ce qu'on peut baser une statistique sur un travail de type individuel, ou bien on prend cela aussi au niveau d'un échantillonnage important? Est-ce que d'autre part, une statistique peut être établie sur le travail d'intervention d'un individu ou deux ou trois? C'est une question très très pertinente et malheureusement souvent en fait sur ce type de pathologie c'est très difficile de trouver des participants. Il y a deux difficultés, c'est d'abord les trouver disponibles. Donc Quentin a quelque part la chance de travailler justement dans un centre de recherche autisme, donc un centre d'accueil en fait, des personnes autistes à Toulouse lorsqu'il était avec le professeur Bernadette Roger, à Lyon maintenant à côté de l'hôpital Vinatier, qui soigne des patients. Donc c'est plutôt facile pour lui d'avoir des comparaisons interparticipants. Dans d'autres cas, vous avez aussi un problème récent, je ne sais plus avec qui on en parlait, ces fameuses lois GRPD en fait. En français, je ne sais pas comment on le traduit, RGPD, qui bloque en fait la recherche parce qu'on est obligé de rappeler toutes les personnes qui ont été testées, il ne serait-ce qu'il y a un an en fait, dont on veut utiliser les analyses et avoir leur consentement. Et j'ai eu pas mal de discussions avec des chercheurs qui sont totalement bloqués aujourd'hui à cause de cette loi, alors qu'on est là en train de faire avancer en fait des méthodes thérapeutiques en fait, ou au moins de compréhension sur l'accompagnement des enfants. Et voilà les deux freins qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est trouver des patients au bon moment, disponibles, et respecter les nouvelles lois en vigueur par rapport à l'utilisation anonymisée, ce qui est tout à fait sensé, bien sûr, mais dans ce cas-là, je pense que vous, en tant que chercheur, vous avez pris cette précaution-là, de toute façon, d'anonymiser vos participants. Voilà. Mais la loi européenne étant ce qu'elle est, vous êtes obligé de les suivre et de les respecter à la règle sans croire. Niveau anonymisation, est-ce qu'avec un pattern de points visités, on est capable de reconnaître la personne? Pas de trouver son nom parce que c'est pas important, mais comparer le comportement d'une personne, celui d'une autre, et pouvoir, sans se tromper la plupart du temps, savoir que c'est A ou B. Alors, je peux vous citer, sans pouvoir vous citer le laboratoire, des travaux justement de déblocage des PC sur la base du mouvement oculaire. On lit, c'est quasiment un marqueur, alors il n'est pas fiable à 100%, il n'y a aucune méthode qui soit fiable à 100%, mais en conjonction avec d'autres types de marqueurs, l'eye tracking vient compléter. Donc le fait que je vous présente un texte, vous le lisez d'une certaine manière, peut être à X%, X étant relativement élevé, représentatif du pattern de la personne. Donc ça peut avoir une application biométrique. Ça peut tout à fait avoir une application biométrique. Ouais. C'est d'ailleurs une des méthodes, mais alors utilisée de façon consciente cette fois-ci,
qui permet vraiment de remplacer le code secret. Alors, je peux vous parler de ça parce que maintenant c'est utilisé par certaines banques sur les bandes de retrait de liquide. Plutôt que de vous demander de saisir un texte au clavier avec un code, en fait, on va vous présenter une image que vous avez choisie. Votre famille, par exemple, ou une photo de vacances qui vous est totalement personnelle. Et vous devez l'observer dans l'ordre que vous aurez prédéterminé et que vous aurez dit à la banque que c'était, je sais pas moi, vous avez 4 enfants et vous les avez regardés dans un ordre qui vous est propre. Voilà, et seul vous êtes capable de retrouver ce pattern. Et donc là, cette fois-ci, on va dans l'autre sens, c'est que je vais forcer mon regard à faire des fixations qui représentent un code. Et c'est inviolable quelque part combiné à d'autres choses. Bon, bien sûr, si vous dites je regarde mes 4 enfants dans l'âge croissant, bon, c'est comme si je vous faisiez 1, 2, 3, 4 quoi, comme code. On est d'accord. Voilà. Faites des enfants. Je te propose juste de montrer, je ne sais pas si tu as envie de montrer, ou peut-être aller dans Data Export et montrer en fait toutes les données brutes que l'on peut également obtenir donc à l'issue de ces recueils. Je te laisse. Un certain nombre de données brutes. Alors, elles sont listées là, à gauche. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a des données qui sont clairement des données méta par rapport à ce qu'on a présenté, le nombre de stimuli, etc., pendant combien de temps. Mais après, il y a toutes les données d'eye tracking, et là, ça va regrouper beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est tout ce que nous, on enregistre quand vous êtes en face de l'écran. Donc, c'est la position de vos yeux dans l'espace, c'est la direction dans laquelle vous regardez, c'est la position de votre regard sur l'écran, au pixel, des choses comme ça. Tout ça, on enregistre la taille de votre pupille, bien sûr, et c'est des choses que vous allez pouvoir exporter. Et il va y avoir beaucoup de lignes. Donc, c'est le fichier dont je parlais tout à l'heure, avec vos 1200 lignes par seconde. Ça fait des fichiers très très gros, mais des fichiers très intéressants, c'est-à-dire qu'on peut vraiment les regarder dans le détail. Alors là, il y a beaucoup de gens en recherche qui en fait font pas foncièrement confiance aux statistiques que nous on leur donne dans le logiciel, ou qui veulent calculer leurs propres statistiques qui ne sont pas disponibles en fait directement par défaut. Donc ça, c'est une manière pour vous de calculer vos propres statistiques. Si vous avez des idées de choses qui sont mesurables avec l'eye tracking, c'est possible de le faire grâce à ce fichier-là, grâce à l'export de ce fichier-là, et il va y avoir plein de choses. Et une colonne qui est très intéressante en particulier, c'est celle qui s'appelle ici AOI-HIT. C'est une variable en fait qui va vous dire pour chaque aire d'intérêt que vous avez dessinée sur vos stimuli, chacune d'entre elles va correspondre à une colonne, et on va vous dire en fait si l'échantillon que vous êtes en train de regarder était ou non dans cette aire d'intérêt. Et avec ça, donc, vous pouvez l'imaginer, vous pouvez faire énormément de choses. Il y a des gens qui recalculent complètement les statistiques. Il y a des gens qui font des matrices de transition, donc c'est-à-dire comprendre dans quel ordre mon stimuli a été vu, est-ce qu'il y a eu des revisites dans certaines zones de mon stimuli, etc. etc., etc. Donc là, c'est de très bons fichiers. Si vous voulez, on peut faire l'export ensemble, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je vais remplacer celui-là. Donc là, j'exporte un enregistrement, donc c'est un enregistrement de 4 minutes. Ça va prendre du temps. Il n'a pas l'air content. Je peux peut-être compléter, du coup, si j'ouvre la discussion par rapport à cette dernière fonctionnalité, ça signifie qu'ici, on utilise l'eye tracker comme un capteur lambda. Ce qui ne vous force pas, du coup, à utiliser notre logiciel tel qu'on vous l'a présenté ici. J'en ai parlé à déjeuner ou à l'occasion d'une pause. Certains chercheurs utilisent ePrime par exemple. Vous connaissez de nom ePrime, un logiciel de présentation qui est historiquement assez utilisé par les psychologues, permet de créer des protocoles contingents notamment. Mais vous pouvez, qu'est-ce que je peux vous citer d'autre? MATLAB par exemple, Site-Toolbox, je crois, est relativement connu aussi, mais en tout cas la couche MATLAB vous permet quasiment de tout contrôler, de la présentation des stimuli jusqu'à leur analyse, leur jeu, les algorithmes, fait de tout automatiser. On a toute une liste de gens qui ont développé des couplages entre ce capteur, l'eye tracker, et leur propre logiciel d'analyse. Ça, vous pouvez le faire également de zéro à partir
d'un kit de développement. Alors bien sûr, ça suppose que vous ayez les ressources pour le faire. C'est de la programmation en C, C++, Python et forcément MATLAB derrière pour ceux qui le souhaitent. Alors, on a réussi à exporter ce fichier. Alors, si je vous montre, en fait, alors là, dans le notepad, ça va être très très beau. Je vais ouvrir Excel pour vous, s'il veut bien s'ouvrir. Hop. On va copier là. Donc là, c'est Excel qui s'ouvre, quoi. Donc voilà, ici, donc je ne vais pas tout exporter, toutes mes données, parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, pour vous donner un exemple, donc là, c'est à peu près à quoi ça doit ressembler. On a... Okay. Donc là, on a par exemple ici, alors ça aurait été bien avec la colonne, la ligne du haut, en fait, si je pouvais la bloquer. Hop. Et il est où le freeze pane? Donc là, ici, on a un timestamp, par exemple, qui va me dire à quel moment, en millisecondes, dans mon enregistrement, se trouve cet échantillon. On va avoir la coordonnée en pixels, son œil droit, son œil gauche, etc. etc. Les données de direction, donc les vecteurs dans l'espace qui me disent où mon participant regarde, etc. Donc il y a toutes ces données-là qui sont enregistrées, la taille de la pupille, mes aires d'intérêt, est-ce qu'elles sont regardées ou pas. Donc là, par exemple, ici, on a des zéros, donc ça veut dire qu'on a une aire d'intérêt qui a été présentée et qui n'est pas regardée, etc. Et ça va nous permettre, donc, éventuellement, en regardant le détail des données, de calculer d'autres statistiques qui ne sont pas fournies par défaut par le logiciel. Et là, vous voyez, donc c'était un enregistrement qui était un enregistrement de 4 minutes, et on a 2 millions de lignes. Donc voilà, c'est des fichiers qui sont très gros, c'est pas simple à analyser. Dans certains cas, donc là, il y a des gens qui il y a beaucoup de personnes en fait qui se posent la question pourquoi, donc on en parlait tout à l'heure, la fréquence d'échantillonnage. Ils ont un tracker à 1200 Hz ou à 600 Hz, et moi j'essaie de leur expliquer que parfois ça leur sert à rien de traquer à une telle fréquence. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre pourquoi. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne voudrait pas traquer à cette fréquence. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'étude de l'attention, dans la mesure de la fixation et non pas dans la mesure de la saccade, ça ne vous sert à rien de traquer à 1200 Hz. En fait, fondamentalement, ça ne sert pas à grand-chose. Mis à part à avoir des problèmes lors du calcul des statistiques, etc. C'est-à-dire que là, pour un enregistrement de 4 minutes, j'ai 2 millions de lignes. Si j'ai 10 enregistrements, j'aurai 20 millions de lignes. Alors, vous comprenez où on va aller, quoi. Donc ça, c'est des choses auxquelles, quand vous faites de l'eye tracking, il faudra penser. C'est-à-dire à quelle fréquence, moi, je veux traquer. Qu'est-ce qu'il faut que je mesure? Quelle durée il faut que je mesure? C'est quoi la durée minimale que je veux avoir et à quelle précision il me la faut? Ça serait quelque chose de très important pour éviter de se retrouver dans certaines situations avec des données comme ça, très très longues, dont vous n'avez pas forcément besoin. Après, c'est très très bien, ça vous apporte énormément de détails, mais bon, voilà, pour l'ordinateur, c'est pas évident. Alors après, on s'améliore, un ordinateur, ça va de plus en plus vite, mais il y a quand même des limitations. Ça va là-dessus, il y a des questions ou pas? Non? Il y a aussi un aspect prix, j'imagine, de ces technologies de ce monde. Il y a le prix, oui, bien sûr, c'est pas le même. Alors là, je laisserai en train de répondre sur ce genre de questions, c'est son boulot. Le regard noir. Est-ce que nos universités peuvent s'offrir du matériel aussi Oui, on a quand même pas mal d'universités qui s'équipent sur ce type de dispositif. Clairement, en fait, l'appareil qui est à 1200 Hz est aux alentours de 35 000 €. Voilà. Pour ceux qui connaissent, ce ne sont pas des montants qui sont démesurés. Mais dans l'absolu, on est d'accord, écoutez, je peux acheter un garage avec. Bon, pas la même chose. Mais oui, on est tout à fait conscient que c'est quand même une belle pièce de technologie qui a nécessité pas mal de temps de développement, et on n'en vend pas non plus des centaines de milliers. C'est ça qui fait le coût de l'appareil. C'est aussi la valeur du service derrière. Vous avez Thomas, qui est là pour vous aider. Voilà. Ouais, on fait des clones de Thomas.
fonction de ce qu'il a mangé, on peut le mettre dans la boîte ou pas. Donc, non, il y a bien une valeur derrière, effectivement, qui est pas négligeable, mais j'ai pas mal d'universités en France en fait, qui sont équipées sur du 300 jusqu'à 600 Hz. Et comme je vous disais, l'avantage de ce modèle Spectrum, c'est que vous vous adaptez aujourd'hui sur une recherche qui va durer 3 ans avec une fréquence, comme disait Thomas, qui peut être suffisante à 300 Hz. Dans 3 ans, ou dans 1 an, ou dans 10 ans, vous dites, bah voilà, j'ai besoin de 1200 Hz. En fait, vous payez quasiment un petit delta pour atteindre le prix du 1200 Hz. Vous ne rachetez pas intégralement l'appareil. Donc voilà aussi un point qui est assez intéressant sur les spectrums. C'est le prix du matériel seul. Le socle est à 9 000 €. Voilà, donc on est sur une solution aux alentours de 45 000 €. Puisqu'on en est à parler de prix de valeur, vous en tant qu'universitaire, vous bénéficiez de certaines remises. Et comme le professeur Safar a ouvert justement la présence de Toby ici, vous bénéficierez des discussions qu'on a déjà eues et je vous inviterai ensuite à inviter le professeur Safar tous les vendredis soirs pour le remercier de tous les efforts, tous les échanges qu'on a eus ensemble. L'essentiel, c'est que nous ayons tous droit à certaines conditions, peu importe les remerciements. Est-ce qu'on a répondu à vos questions? Bon, n'hésitez pas, on vous reviendrai. Ce que je vous propose, c'est pendant 5 minutes, parce qu'on va faire une pause dans 5 minutes, déjà de prendre un participant sur le VR. Okay, parce que ça, c'est la partie sexy que j'adore. Et donc, comme ça, avant que vous ne partiez à la pause, il y aura une personne qui aura joué avec, et après, vous aurez même pas envie d'aller en pause. Et je peux peut-être ajouter une phrase pour nos amis de la RTBF. Je ne sais pas s'ils peuvent nous accompagner jusqu'à 16 h. Vous pouvez peut-être leur dire ce qui se passe dans le deuxième atelier après la pause, pour savoir si nous les libérons, s'ils peuvent rester avec nous, si ça a de l'intérêt pour eux. Alors, donc ce qu'on a vu ce matin, en fait, là, à l'instant même, c'est un eye tracker qui est présenté sur un écran, et donc on est plutôt sur des présentations de Stimli très standard, images, vidéo, autres. Ce que l'on va faire tout de suite, en fait, c'est utiliser le casque de réalité virtuelle. C'est quelque chose qui est très proche, finalement. Alors, la forme est différente, mais très proche de ce qui se présente sur un écran. La différence, c'est que l'écran est très proche de vos yeux. Le but est de créer un environnement de réalité virtuelle immersif et de reproduire, de projeter finalement mon participant dans un environnement où il se sent à l'aise ou pas à l'aise. Donc l'écran est très près. Et notre valeur ajoutée à nous au niveau Toby dans ces cas-là, c'est de rajouter justement la partie mouvement oculaire. Dans cet environnement virtuel, comment est-ce que vous allez parcourir ce monde en fait. Autant, je dirais que même sur un écran, si on fait de l'eye tracking, on va dire, de base, je pourrais juste vous filmer et puis regarder comment se porte votre regard. On pourrait faire de l'eye tracking comme ça. Ça s'est fait quand même dans pas mal d'années. Mais là, ici, sur un environnement immersif, tout est caché. Vous ne pourriez même pas savoir est-ce que les yeux ont plissé, est-ce que j'ai cligné les yeux, est-ce que j'ai fermé les yeux ou pas. C'est l'intérêt de l'eye tracking dans ces environnements virtuels. Le deuxième environnement, après, l'environnement virtuel a cet intérêt qu'aujourd'hui, c'est un niveau très sexy, on en parle beaucoup. C'est utilisé beaucoup dans tout ce qui est, bien sûr, jeux vidéo interactifs. Je peux tuer les méchants avec le regard, je peux me déplacer en télékinésie. Bon, après, c'est un jeu. Mais voilà, là, cette fois-ci, vous allez pouvoir sentir la force, vraiment la force avec les yeux. Et puis, l'autre utilisation, c'est, j'ai insisté pas mal dessus, sur la remédiation. Donc, par exemple, en arachnophobie. Tu as l'arachnophobie ici mais en tout cas, par exemple, en arachnophobie, en fait, en traitement en cabinet psychiatrique, c'est de dire, si tu regardes pas, ou si tu as tendance à éviter les araignées, alors j'ai compris, quand je dis j'ai compris, le chercheur a mis en place un algorithme qui permet de probablement dire qu'il y a eu une tendance à l'arachnophobie, alors je vais présenter uniquement les araignées au fur et à mesure, mais pas de façon trop violente, afin d'encourager le patient à adopter une attitude neutre vis-à-vis. Et donc là, forcément,
le fait de pouvoir contrôler les variables, c'est-à-dire l'apparition et la durée de présence de ces stimuli, est intéressante. Donc vous allez pouvoir le tester sous forme de différents jeux. On commence maintenant et on le fait après la pause. Et dans un deuxième temps, on utilisera cette fois-ci la paire de lunettes qui permet de ce que je vous ai montré ce matin. Par exemple, vous vous mettez à la place d'un médecin. Alors ici, il n'y a pas de patient, mais on peut en créer des patients. Et donc, vous observez de façon écologique comment une personne se balade, pour parler dans la partie mercantile, dans un supermarché. Qu'est-ce qui vous a attiré? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la promo? Est-ce que c'est le placement de produit? Est-ce que c'est le packaging? Est-ce que c'est parce que je suis en tête de gondole? Toutes ces informations-là sont extrêmement pertinentes pour le marketeur. Dans nos usages de recherche plus fondamentale, on peut, par exemple, l'utiliser en interaction sociale. Je vous cite un exemple, et après je vous laisse vraiment me poser des questions. C'est dans les entretiens d'embauche. Où, en fait, je vais même vous donner un autre exemple par rapport à la formation. On a 7 ou 8 eye trackers qui ont été acquis par le comment ça s'appelle, ancien IUFM. Avant en France on appelait ça des IUFM, c'est-à-dire les formations des maîtres. Comment on appelle ça maintenant, les maîtres des écoles. Et donc les maîtres des écoles, en fait, on les forme au contenu, mais pas forcément à la posture et à l'attitude vis-à-vis des élèves. Or, vous le savez, on le sait tous avec un peu d'expérience, que quand on parle aux gens, il vaut mieux les regarder dans les yeux afin d'avoir porté une conviction, en fait. Et ils travaillent aujourd'hui justement sur, d'abord, d'une part, on va dire, la mise en place d'un protocole pour pouvoir former des maîtres d'école qui soient, alors quand je dis capables, c'est pas réducteur, hein, mais qui, de façon naturelle, va aller s'adresser à un enfant en le regardant, en le considérant, en le regardant. Parce qu'il n'y a rien, un gamin, c'est pas con. Si vous ne regardez pas le gamin pendant que vous lui parlez, il se sent déconsidéré. Ça peut être une façon de considérer les choses. Et donc, on va encourager le comportement du maître à certaines attitudes. Et je crois qu'on parlait au déjeuner sur, par exemple, la formation des inspecteurs de police sur une scène criminelle. C'est vrai. Quand vous arrivez comme et c'est yes, tac. Comment est-ce que vous observez une scène? Comment est-ce que vous l'analysez? Est-ce que vous regardez les taches de sang? Ou est-ce que vous regardez la position des corps? Et donc ça s'apprend. Et donc il n'y a rien de spontané dans tout ça. Et donc là, avec cette paire de lunettes, vous allez non seulement pouvoir mesurer, et aussi communiquer. On a travaillé avec Ronaldo sur le tir de penalty, par exemple. Allez expliquer à Ronaldo qu'il a merdé, il a mal tiré. Voilà. Il ne vous croira pas, à mon avis. En tout cas, moi, il ne me croira pas. Par contre, je lui fais un enregistrement et je lui dis, tu vois, Ronnie, tu peux faire mieux. Et je lui montre la vidéo. C'est un outil de communication. C'est super sexy, mais après, il y a quand même les spécialistes derrière qui interprètent. On parle de sport, on parle de baseball, on parle de formation de maître, formation de pilote. Vous vous souvenez de la vidéo que je vous ai montrée ce matin? Les pilotes qui sont extrêmement sollicités, formateurs de camions, de bus, d'engins hyper lourds, avec une charge cognitive très lourde parce que vous avez 15 choses à gérer en même temps. Voilà ce qu'on va pouvoir tester. Et quelle est la différence entre justement le eye tracking et par exemple tout ce qui est formation virtuelle? Parce que j'ai vu l'autre jour une émission où on forme virtuellement, où aussi dans la remédiation, par exemple quelqu'un qui a peur de la hauteur, on le fait voyager. C'est totalement complémentaire en fait. C'est-à-dire que sur une formation en réalité virtuelle, vous le formez et puis après vous recueillez ses réactions. Là ici, l'intérêt de l'eye tracking, c'est compléter en disant j'ai vu que tu regardais beaucoup dans le vide. Donc ne regarde pas dans le vide. Et ça, je ne peux uniquement le faire que parce que j'ai vu ces fameuses fixations qu'il jette dans le vide. Parce que lui, spontanément, il ne sera pas forcément capable de vous le dire, puisque par définition, il a peur. Donc il le fait de façon involontaire, et précisément, je suis un sujet assez violent au vertige, rien que d'en parler, je suis. Et donc je vais même éviter le sujet. Donc l'intérêt de coupler avec le eye tracking, c'est que j'atteins cette partie non verbale, et une incapacité ou une impossibilité de verbalisation du participant sera éventuellement mesurée. On essaye. Pas d'armée. Pas d'armée.
Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit jeu, ouais, le petit jeu avec, tu sais, le miroir et tout. Je peux le faire? Non, je veux bien que tu le fasses. Alors, le petit problème technique qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas été capable de vidéo-projeter parce qu'il nous manque un petit dongle sur le grand écran. Je suis désolé. Ce qui veut dire que je vais vous forcer à regarder sur le petit écran qui est là. Donc, levez-vous, comme ça au moins on va préparer la pause. Et vous allez voir ici une reproduction de ce qui se passe ici. Donc, le participant, lui, sera en immersif. On aurait bien voulu vous le montrer sur un grand écran, mais on n'a pas trouvé le petit adaptateur pour le passer sur le grand écran. De la même manière que toi. Ouais, c'est trop marrant. Alors, voilà, juste là sur l'écran. Donc, bon, là, typiquement, en fait, une des applications pour aller un peu plus loin, c'est de l'interaction sociale, en fait. Donc, avec deux composantes. La première, par exemple, c'est de se dire, demain, je suis en conversation virtuelle, Skype. On a tous fait du Skype où on ne sait pas qui nous adresse la parole et on ne sait pas qui nous regarde. Ben là, ici, on se dit, dans pas longtemps, en fait, on aura tous des casques comme ça, plus ou moins légers, et je sais dans ma salle de réunion virtuelle qui me regarde lorsque je prends la parole. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout simplement, je reviens encore à nouveau à la remédiation. J'ai un vrai miroir qui me regarde lorsque je le regarde. Et donc, du coup, si je vois que mon gamin qui souffre d'un trouble du comportement ne tente pas d'avoir cette captation du visage, des yeux, eh bien, du coup, je vais pouvoir adapter l'avatar afin d'encourager un comportement qui va dans le sens de la relation sociale. donc, alors là, si tu veux, si tu reprends la gâchette et que tu rappuies dessus comme tout à l'heure, tu la laisses jusqu'au bout, hop, et tu peux lâcher. Donc là, on va passer à une expérience suivante. Donc tu vas avoir différents jeux auxquels tu vas pouvoir jouer. Alors c'est un peu bizarre. Donc là, par exemple, il y a un jeu de sélection rapide. Celui que j'aime bien, c'est le numéro 2. Essaie de trouver le numéro 2. L'interaction naturelle, voilà. Alors, tu peux le sélectionner avec la gâchette pour aller dans le jeu. Ouais. Alors, Non, je sais pas. voilà, tu regardes le 2 et tu sélectionnes. Comme ça? C'est bien, en fait, on n'a pas été suffisamment précis là-dessus. C'est bien le regard qui pointe. Ouais. Tu peux par exemple baisser ton bras si tu veux. Baisse ton bras. Ok. Voilà. Regarde le 2 par exemple. Mais il n'y a plus de 2. Ou le 3. Ou regarde les chiffres par exemple. J'ai un 1 là, ouais. Ouais, voilà. Et en fait, on voit bien que c'est bien le regard qui highlight, qui illumine, qui pointe. Et la manette, elle permet de valider la sélection. Donc avec la gâchette, tu rentres dedans. Mais tu n'as pas besoin de le voir. J'ai pas besoin de le Mais spontanément, on a envie. Hein. Ouais. D'accord. Mais on n'a pas besoin en fait. C'est bien le regard qui te permet de sélectionner et la gâchette qui te permet de valider la sélection. Ok. Et je rentre dedans quoi? Voilà, là tu rentres dedans ouais, exactement comme ça. Alors ce jeu-là, il est un peu compliqué. Donc c'est le jeu le plus compliqué, bon courage. C'est le jeu le plus compliqué, mais qui fait en même temps, en fait, super raccord avec la force. Mais je dois enlever tous les drones, c'est ça? Ouais. Alors il va y avoir des drones qui vont Alors, apparaître à l'écran. Avant que tu commences, je vais peut-être te raconter le pitch. C'est un peu compliqué. Donc ce que tu as dans la main droite là, Ici, ouais. ouais, c'est un sabre laser. Donc tu vas voir arriver des drones. Okay, donc des drones de l'Empire. Hein. Voilà. Et comme tu as la force, hein, tu es Luke Skywalker. Et tu vas pouvoir viser avec le regard. Avec mon regard toujours. Voilà, tu n'as pas besoin de bouger de ton bras. Hein. Donc avec ton regard, tu vas pointer vers le drone, tu vas le sélectionner, en fait, et tu vas pouvoir le tuer. Mais, parce que tu es un Jedi, on t'attaque. Donc en fait, les drones, ils vont te lancer des boules de feu. Et ça va pas me faire mal. J'ai des charrettes effets là sur la et donc en fait, tu vas maîtriser ces boules de feu avec le regard, et tu vises les boules de feu, tu les maintiens, donc avec la gâchette, tu les immobilises. Ouais. Et je le relance dessus. Exactement. Génial. Voilà. Ok, c'est un peu long à expliquer, mais. Ouais, je pense que j'ai compris. Ouais. Alors, pour commencer, tu vas aller. Aussi, on va te forcer à tendre le bras et de toucher la surface. Alors il faut aller toucher la surface. Et là, ça peut. Donc là, il te lance la boule de feu. Et il faut que tu l'attrapes. Tu l'attrapes, tu maîtrises avec. Et là tu vises avec les yeux.
la regarde avec les yeux. Voilà. Les yeux ont deux fonctions ici. Maîtriser la boule de feu. Ensuite, le doigt permet de l'immobiliser. Le regard, ça fait peur. Hein. Surtout à la hauteur, là, Ok, j'ai compris le truc. Bon, il y a un high score au fond là-bas. Et donc, on va voir qui fait le high score. Ah, ok, c'est moi. Ils sont des boules, par contre. Ça va. Ah, ici j'en ai une. Ça fait plusieurs. Hein. On peut imaginer tout plein d'applications ici en ophtalmologie, par exemple, ou en orthopsie, sur la rééducation d'un certain mouvement, en fait, sur alors, bien sûr, sur la prise d'informations professionnelles. Là, ici, la profession est assez évidente. Donc, profession Jedi. Et donc, essayer de former un novice, et pour le faire monter en niveau, type Yoda. Il a un lion, d'ailleurs. Oula. Il n'y en a plus? Oui, c'est fini. C'est la fin du jeu. J'ai fait 1000. T'as gagné. C'est beaucoup. Là, tu peux te retourner et tu as un menu exit. Ah ouais. Voilà. Et je te propose de rentrer dans le jeu qui s'appelle. C'est le numéro 2, c'est la natural interaction. Ok. Alors là, tu es juste à côté, tu vois le petit saut, voilà, juste là, tu cliques dessus. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu as les petits cailloux que tu peux attraper avec la gâchette. Et tu peux les lancer. Alors, tu utilises la gâchette pour les sélectionner une fois que tu es dessus avec la... Hein? Je le regarde et puis je... Alors là, tu sélectionnes avec le mouvement ceux-là. Ceux qui sont gris, il faut les attraper vraiment, aller dessus, appuyer la gâchette et voilà. Tu peux essayer d'aller les lancer sur les petites bouteilles. Alors fais l'essai, hein. Tu vois, c'est pas évident. On aurait pu la mettre. Alors là, si tu regardes à ta gauche, celui-là, il est magique, ce caillou-là. Alors tu peux le sélectionner avec les yeux et appuyer avec la gâchette. Voilà. Appuyer avec la gâchette. Et là, tu peux le lancer sur n'importe quelle bouteille en la regardant. Donc de la même manière, mais en regardant une bouteille en particulier. Alors c'est assez dur hein, au début, il faut prendre le coup de main. Il n'y a pas besoin de lancer très fort. Hein. Ah, et ben les yeux, Donc là, c'est... Ou en cloche, ça peut être plus simple en cloche. C'est clairement notre joueur qui triche, qui arrive à viser avec le regard. Est-ce que tu peux mettre, je pense que c'est F9 ou F10 pour le nuage de fond. Seulement tu peux voir ce que tu fais. Oui, là je l'ai mis le nuage de points. Donc là, en fait, sur l'écran, on a rajouté, vous voyez, des petites étoiles en blanc. Donc c'est là où notre participant est en train de regarder, en fait. Donc on l'a rajouté pour qu'on voit exactement ce qu'il est en train de regarder. Est-ce que tu peux regarder le sommet des arbres, par exemple, le signe des arbres? Ouais. Voilà. Et donc Vous vous voyez là, une il y a espèce de petit nuage blanc. Voilà, qui est autour C'est de un la peu le cellule. live view qu'on voyait tout à l'heure. C'est là où se porte le regard de la personne. Si je lance un truc, ça va aller là-bas alors. Ouais. Ah ouais. Et en fait, c'est quoi c'est un outil qui est tout bête, de balistique. Je sais où vous visez, le petit mouvement me donne le vecteur et l'intensité, et lui il calcule la parabole qui permet d'atteindre la cible. C'est bête comme tout, encore faut-il savoir où vous visez. Et c'est là l'intérêt. Et du coup, moi, en tant que psychologue, je vais pouvoir savoir où vous avez pris l'information et éventuellement vous aider à progresser dans votre exercice. Voilà. On a un dernier, et puis ensuite on vous lâche vraiment. Et donc le dernier s'appelle intelligence. C'est le numéro 3, qui a le petit Voilà. dedans. C'est ici. Voilà. Donc là, ici, vous êtes dans un salon. Voilà. Et dans ce salon, vous avez deux robots. Ouais. Vous voyez, le robot avec les yeux bleus, Ouais. et le robot que j'adore, c'est celui qui a des dollars. Avec les dollars. Ok. Donc, tu regardes le robot avec les dollars et tu gâchettes. Tu utilises la gâchette. Regarde ce qu'il te donne. Donc, c'est ta caisse. Bon, tu peux vider la caisse si tu veux. Voilà. Ouais. Il y en a encore? Ah, il y en a Voilà, plus. là il y a plus.
Là, si tu te tournes légèrement sur ta droite, Ouais. là ici, tu baisses le regard. Ah ouais, ici, ouais. Donc là, tu as un petit magasin que tu peux ouvrir avec la gâchette. Tu n'es pas obligé de toucher. Ah. Voilà. Et là, par exemple, tu vas aller acheter plein de petits jouets avec la gâchette. C'est pas bien. Tu n'as pas besoin de lever le bras en fait. Non. C'est rien, le regard, C'est les yeux qui- Et regarde comment tu es livré. En haut, à gauche. C'est les drones Amazon. Ah, trop bien. Oui, On va faire jouer la garantie là. Et donc tu peux maintenant ouvrir le carton du milieu par exemple. Donc Ah, je le regarde à chaque voilà, tu regardes ce que tu veux allumer, enfin ouvrir, voilà. Et là maintenant tu peux effectivement faire, par exemple la mission c'est déposer effectivement le seau sur le canapé. Ah, sauf qu'il ne devait pas tomber. Ouais. Généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils jettent tout dans la piscine. Voilà, et la piscine est là. Allez. Ouais, sauf qu'il ne va pas à la piscine. Ah, je dois le lancer comme ça en fait, ou je dois le suivre des yeux. Ah ben, je suis nul, hein. Ah, ça y est, il est tombé. Il y a un autre menu contextuel, si tu lèves la tête sur la gauche, Ouais. là, regarde, lève les yeux. Voilà. Là, oui, là. Voilà, t'as un ouf, Ouais, tu maintiens la gâchette appuyée et tu tires sur la droite et regarde les persiennes, elle se fait. elles se ferment. Et ça, c'est uniquement parce que tu regardes les persiennes. Ah, si je ne la regarde pas, ça Voilà. reste. Est-ce que tu peux lever la tête vers les persiennes, Ouais. mais baisser le regard? Voilà. Et là, on voit qu'il a disparu en fait. C'est parce que Ouais. il ne regarde pas et donc il n'y a aucun intérêt à ce que je pollue en fait son champ visuel par une information. Exemple d'application, formation des contrôleurs aériens. Ou même les futurs contrôleurs aériens, ils auront leur carte dans l'espace, enfin dans leur espace aérien qu'ils ont à gérer. Et vous avez déjà été dans les tours de contrôle? C'est des cartes extrêmement complexes avec le cap, la vitesse du vent, les différentes sources de danger. Et aujourd'hui, tout est affiché. Mais demain, en fait, vous allez voir les avions arriver. Et si je regarde l'avion qui m'intéresse parce que je dois le gérer par rapport à un atterrissage, c'est à ce moment-là que les paramètres vont apparaître, s'afficher, ce qui va me permettre de simplifier la prise en main de mon espace aérien et donc de sécuriser toutes les opérations. Voilà en fait ce sur quoi on travaille chez Thales, par exemple, Thales Air Traffic Management, ou sur les Thales Cockpit, donc à Bordeaux, sur la conception du nouveau cockpit. Je peux faire quelque chose avec la voiture là-bas. Après la pause. Donc, nous on est là. Si vous voulez, pour ceux qui veulent faire la pause, je vous propose de faire une pause. Autrement, vous pouvez jouer. Très bien. Tu vas courir toi. Alors, je vais vous faire ça pendant 30 secondes, puis après on va pouvoir distribuer sur 2-3 postes. Donc ici, il s'agit de cette paire de lunettes. Alors pour ceux qui ont vu tout à l'heure, et en fait, vous avez tous entendu que j'étais très mauvais sur Windows 10, pour me connecter entre cette paire de lunettes, là, représentée par ce petit boîtier, et le poste de contrôle ici. Et regardez ce qui se passe. Là ici, en fait, vous constatez que... ouais. Là c'est un peu bizarre l'affichage, mais je pense que c'est un problème de vidéo projection. Vous vous souvenez que tout à l'heure, il fallait calibrer. Quand on était sur un écran, là, tout à l'heure, on regardait les points qui étaient présentés sur un écran. Ici, il n'y a pas d'écran. Comment est-ce que je fais? Je dispose ici d'une cible, là, et mon sujet, je vais lui demander de regarder la cible. Merci. Regarde la cible. C'est pas top, mais c'est pas grave. C'est juste pour le principe ici. Donc là, ce que vous avez vu, en fait, c'est un calibrage qui est fait à la va-vite pour avoir quelques débuts d'informations. Je veux surtout vous montrer ça. Regardez, mes jolis yeux. Joli, je vous laisserai qualifier correctement les jolis. Mais vous voyez que quand je ferme les yeux, en fait, il détecte. Il se trouve que ma morphologie d'asiatique n'est pas adaptée à ce que j'ai utilisé ici comme support. Donc en fait, théoriquement, c'est ça qu'il faudrait que vous ayez. Et vous l'aurez parce que vous avez, allez, je vais me permettre de le dire, vous avez une morphologie qui est plus adaptée.
avec un appendice nasal qui est plus adapté que mon éclat. Ah, merci. Voilà. Quand il y Là, a il des m'a sortes de apporté. lunettes différentes alors par rapport au visage ou Oui, en fait, Je te laisse expliquer. voilà. Donc en fait, le principe ici, c'est que vous avez des caméras qui sont insérées au sein de la monture. Ces caméras, en fait, voilà, c'est un peu mieux par exemple. Ces caméras, en fait, visent du bas vers le haut les pupilles. Ayant un nez, mais on va pouvoir le dire, écrasé, vous voyez que les caméras, en fait, sont très proches de mon visage et visent comme ça, de façon tangentielle. Donc c'est pas du tout efficace. Là, Thomas a eu la gentillesse d'aller me chercher le bon support pour ma morphologie. Et d'autant plus, par exemple, si vous faites de la recherche avec des enfants qui sont de plus jeune âge, il va falloir également changer. On a un troisième type de support, parce que là, pour eux, le nez n'est pas bien formé. En tout cas, la réponse. Mais voilà surtout ce que je voulais vous montrer, parce que ce matin, je vous ai parlé de pupilles et de reflets cornéens. Là, c'est possible, vous voyez ici. Et là, l'intéressant, peut-être la seule chose pour conclure sur cette partie Eye Images, c'est que vous voyez 4 caméras. Il y en a 2 par haut. Voilà, j'en ai pas 4, effectivement, j'en ai bien que 2. Ça permet, alors sans rentrer dans les détails, d'avoir en fait des mesures beaucoup plus robustes, puisqu'on a une vision qui est tridimensionnelle de notre courbe oculaire, et d'avoir un meilleur calcul de cette fameuse projection. Donc une fois que j'ai fait cette mesure-là, alors dans l'absolu, il faudrait que je recalme. Ce que je vais faire. Je vous dis comment. Okay. Voilà, donc une fois que c'est fait, voilà, je peux lancer un enregistrement. On va enlever mes jolis yeux parce que ça n'intéresse personne. Ah, ça fait peur. Ça fait peur. Voilà. Et donc du coup, est-ce que ça va interaction sociale, je vous regarde. Je cherche la personne avec qui je veux converser. Okay. Et donc vous, en tant que chercheur psychologue, vous pouvez à distance, la distance pouvant, là ici sur un champ, sur une vingtaine de mètres, si on est dans un supermarché, sur une cinquantaine de mètres, ça peut être. Si quand bien même vous allez en avion à 200 km, le seul risque que vous ayez, c'est que ça enregistre, mais vous ne pouvez pas avoir le live. Parce que les données sont enregistrées sur le terrain. Donc par exemple ici, sur de la lecture, cette fois-ci, je ne suis plus contraint sur de l'écran. Donc il y a un aspect plus écologique en se disant je suis assis sur mon canapé, qu'est-ce que je regarde en fait. On n'est pas exactement la même chose qu'en termes de protocole, comme ce matin, vous regardiez le court-métrage en étant assis devant lui. C'est un peu moins naturel. Ici, vraiment, je regarde une vraie télé et je vous regarde vous, et ainsi successivement. Et puis de temps en temps, je vais aller contrôler, voir si le magazine qui me présente. Vous savez qui c'est ça d'ailleurs? C'est le monsieur qui est là. C'est Thomas. C'est un peu rasé pour ça aussi. Donc, du coup, vous pouvez, commercialement parlant par exemple, mais aussi en termes de formation, savoir si votre support de cours, votre support de communication est adapté au public auquel vous souhaitez vous adresser. J'ai connecté ce support d'observation avec ce qui est fait. Donc, du coup, oui, non, c'est un protocole sans fil qu'on appelle Wi-Fi, mais il n'y a aucune connexion Internet. Donc, ce qui me permet éventuellement de me balader et puis de choisir. Au revoir. On a perdu entre nous. Donc voilà en fait ce type de protocole. Donc c'est pour vous montrer. Je vais m'arrêter là parce que ce qui va peut-être éventuellement vous intéresser, et on sera deux, on peut faire deux petits morceaux, enfin deux sessions en parallèle, c'est de vous laisser les essayer. Et on s'est filmé Filmer. ce que vous voyez. Tout est enregistré. Tout est enregistré. Ouais, tout à fait. Là, tout ce que je suis en train de faire sera retenu contre moi. Clairement. Il y a un aspect, alors bien sûr, du coup, pour faire la liaison avec tout ce qui est RGPD et autres, vous devez avoir toutes les autorisations dans un outil.
Mais pour l'analyse, après, ça va, comme tout à l'heure, vous avez montré la charge, ça va être quelque chose d'énorme, non? Oui. Alors là, oui, pour l'analyse des données qui sont comme ça, donc ce dont on se rend compte comparé à sur écran, on choisit les stimuli, on choisit comment on les présente, dans quel ordre, on connaît les stimuli. Là, le stimuli, on ne le contrôle pas autant. Donc forcément, ça va être une analyse individuelle, par participant, mais on a des solutions pour rendre ça plus facile. Et on pourra Si le stimulus, en gros, mais c'est vraiment pour gagner du temps, si le stimulus est statique, donc par exemple les pages d'un journal, d'un manuel, d'un magazine, c'est quasiment automatisé. Si par contre je suis en train de courir le marathon ou en train de conduire une voiture de Formule 1, il faut savoir comment est-ce que le pilote anticipe la courbe et tout, il n'y a rien de statique, puisque par définition je suis en train de Là, c'est également très dynamique. C'est pour ce genre de navigation, ça va être dynamique, ça va être une liste d'analyse qui va être clairement qualitative. Si on veut faire du quantitatif, il faudra qu'il y ait un stimuli qui est relativement statique. Sauf si la question de recherche, c'est l'écran. Vous voyez, la question de recherche, c'est l'ergonomie de mon écran très complexe avec toutes les constantes vitales. Et là, c'est relativement bon. Si vous mettez les marqueurs, vous pouvez Oui, agréger. on peut faire ça. Ouais. En fait, l'idée de l'agrégation, la manière dont on le fait, c'est-à-dire que nous, on a un algorithme dans le logiciel d'analyse qui nous permet d'aller retrouver une image. C'est-à-dire une image, une photo de, par exemple, si c'est quelqu'un qui se balade chez Auchan ou chez Carrefour, et il y a une étagère en particulier qui nous intéresse, on a notre produit dedans, on veut savoir comment il est gradé par rapport aux autres. On va prendre une photo de cette étagère, l'introduire dans le logiciel, et le logiciel va aller chercher dans les vidéos qu'on a enregistrées et essayer de le retrouver. Donc il y a du traitement d'image qui est fait pour essayer d'aller retrouver cette image, on la trouve dans tous les sens, on fait des cartes de contraste, etc. pour la retrouver et replacer les données live tracking sur un contenu statique d'image. Et là, ce contenu statique, on pourra après dessus appliquer, comme on l'a fait tout à l'heure, l'utilisateur d'intérêt et récupérer les statistiques, etc. Pour mettre un concept pour ceux qui travaillent dessus, c'est computer vision. Donc on a bien un algorithme de détection de fonctions. Pas forcément d'objets, mais de fonctions. Ouais. Donc une fois que l'enregistrement est fait, du coup dans le protocole par exemple, ça peut être du verbatim. C'est-à-dire là je remonte tout de suite la vidéo que je vais rejouer et je vais demander à mes participants de verbaliser, d'expliquer, voilà, on t'a demandé de trouver telle information, est-ce que tu la trouves, est-ce que tu as compris? Et donc ça c'est la méthode classique d'interrogation. Mais à la différence, je dirais, d'une méthode classique, c'est que ici j'ai en plus comme support la possibilité de faire des pauses et de dire, tiens, ici, tu as regardé ceci, cela, est-ce que tu avais compris sur ce, voilà, que c'était Thomas? Ça peut être la question de recherche. Est-ce que c'était Thomas? Et la personne pourra vous dire, non, j'ai jamais vu Thomas. Bah si, il a quand même passé un peu de temps sur Thomas. Oui, mais il était le dos. Voilà. Quelque chose de rapide. Je vous propose, si vous le souhaitez, qu'on se split en deux morceaux. Un groupe avec Thomas. C'est peut-être pas le bon vocabulaire. Nous allons voilà, nous séparer en deux groupes et... Daniel, il a une note en plus. Un petit mot précis, un petit mot. Alors, qu'est-ce qui vient avec moi et qu'est-ce qui reste avec Thomas? Alors, Thomas, ce sera vidéo projetée. On ne peut pas se partager en deux, un morceau avec vous, un morceau avec vous. Si vous le souhaitez, hein, on peut rester en groupe intégralement. Hein, non, c'est en morceau de... On morceau, ok. On peut rester un groupe entier. On peut rester un groupe entier, c'est vraiment vous qui choisissez, puisque là, on a différents dispositifs. Oui, c'est bon. On a cette souplesse d'attaquer deux sujets différents, et comme ça... Et le matériel est en train d'être emballé dans l'autre salle. D'accord. Okay. Oui, mais c'est parce que je pars avec ça. Ok. On va prendre un participant pour commencer, si vous souhaitez. Quelqu'un? Je sens. Alors, moi je vois Florian, je vois Benoît, je vois Crépin. Vous Ça va avez jouer encore par là, rien moi, donné je- aujourd'hui. Alors, effectivement, là, par contre, la contrainte est que les personnes qui portent des lunettes, on va essayer de les éviter. Là c'est la solution la plus complexe. Autant sur les eye trackers de bureau et les eye trackers de type VR, c'est possible. Autant ici, les personnes qui portent des lunettes, c'est pas possible, mais compliqué.
Oui, elles sont allumées. Hein. En fait, Elles sont allumées. Antoine, Non, c'est pas ça. Alors, il y a deux solutions possibles en fait. Hein. La première, c'est que les porteurs de lentilles de contact ne posent pas de problème. Je suis un porteur de lentilles de contact. Après, si vraiment le protocole le rend nécessaire, on peut clipser des corrections visuelles un peu comme chez les ophtalmologistes, les opticiens, avec des corrections œil par œil, qui peuvent aller de moins 5 dioptries à 3 dioptries par demi-dioptrie. Je vais vous montrer rapidement comment on le fait. Vous passez la petite canne derrière, vous écartez très légèrement les branches et vous les posez. C'est simple, mais c'est juste légèrement. Vous mettez à la ceinture pour moi ici, ou dans la poche. Voilà. On pourra juste pour s'asseoir si vous voulez pas. Ah oui, oui, effectivement, attendez, excusez-moi, c'est... Alors, je vais vous les... Merci. Alors, attendez, je vais déjà prendre... Vous me permettez que je prenne vos initiales? Alors, c'est C. Okay. Oh, juste, je prends CR. Je n'ai pas le droit de prendre vos initiales. Voilà. Alors, on ne fait pas. On va faire comme tout à l'heure, à savoir que vous allez regarder cette cible lorsque je vous en donne le signal, mais uniquement lorsque je vous en donne le signal, donc ne vous fatiguez pas. Vous regarderez le centre de cette cible sans bouger la tête. Quand je vous donne le top, je vous prépare. Top. Voilà. Ok, donc il a fait ce calibrage et je suis prêt à démarrer. Qu'est-ce qu'on peut donner comme mission à préparer? Qu'il nous fasse un discours sur la famille. On va voir comment Bah, j'en ai une qui me permettra peut-être d'avancer par rapport à la question, qui est à nouveau de lire cette brochure. Et puis, c'est déjà celle-ci, je vous laisse feuilleter rapidement. Je vous laisse lire ce... Non, vous prenez connaissance, vous n'avez pas besoin de le lire à haute voix, parce que nous, en fait, on voit à quel niveau vous êtes. Ah, effectivement, c'est bien. Et puis, tournez, enfin, je veux dire, vraiment, voilà, enfin, essayez de faire abstraction de ce que nous, on est en train de faire. à trouver Thomas. Oui, oui. Trouvez tout. Ah oui, alors c'est géolocalisé et il y a une petite bombe qui explose quand vous vous éloignez. Ça introduit la touche directement au cerveau. Ouais, c'est comme dans Mission Impossible. On va faire semblant. Très vite. Donc, oui, c'est une très bonne question. Il n'y a aucun accès à Internet. Donc, les données sont écrites sur la carte mémoire qui sont là. Et il n'y a aucun moyen pour nous de contrôler ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas d'accès à Internet. C'est la seule façon d'accéder aux données, c'est soit d'enlever la carte, soit vous avez le mot de passe qui est sécurisé, qui vous permet de vous connecter en fait, à Internet. C'est un hotspot. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, ça s'appelle TG02B, pour Topography 2, et puis avec un numéro de série. Et vous customisez votre numéro de série, votre mot de passe. La solution matérielle est à 19 000 €, à 100 Hz, et puis le logiciel est toujours le même. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser un même logiciel pour contrôler ou analyser plusieurs plaques. Vous avez la petite mallette, là, voilà les accessoires, les petits boîtiers, les kits de batterie, il y en a 3. Vous avez là, vous voyez, il y a 4 petites mallettes là-bas. Il y a des chargeurs de batterie, vous avez 3 batteries, vous avez 3 cartes mémoire. Une carte mémoire, peut-être pour vous la fournir, vous permet de faire 12 heures d'enregistrement.
C'est largement suffisant. Et quand vous avez fini, bah, vous changez. Et ici, vous, en tant que chercheur, vous pouvez également faire ce qu'on appelle des log events. Alors ça, c'est intéressant. Parce que du coup, en observation en live, par exemple, à chaque fois que vous regardez telle ou telle cible, je vais pouvoir en fait taguer. Donc, est-ce que vous avez fini de lire le document? Non, c'était juste pour... Pour le mot adjoint. Voilà. Je n'ai pas besoin de plus pour l'instant. Je vais balayer. Moi, je vais arrêter l'enchaînement. Et je vais débarrasser. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer? Juste pour... Camille, Eh ben voilà. Voilà. Je vais identifier. Je propose, je regarde ici, et quand je dis top, je peux... Voilà, donc ça c'est fait. Et on lance enchaînement. Donc, même mission tout à l'heure, si tu veux bien lire ça. Actuellement, 9 500 € de matériel. Et puis une couche logicielle avec l'équivalent. Il y a une option éventuellement d'une couche logicielle qui permet de directement se plugger à un module. Franchement, les lunettes, c'est très... Ouais, je ne vais pas t'embêter plus. Hein. Ce que je vous propose, justement, c'est d'aller un peu plus loin, à savoir comment est-ce que je fais pour analyser. C'est ce que vous me disiez, on l'a tous pressenti. Ici, il s'agit d'ici d'énormément de data. Comment est-ce que je vais faciliter l'analyse? Donc, c'est quoi en gros ici l'idée? L'idée ici en gros, c'est de se dire, je vais comparer deux types de lecteurs sur un même média. Le côté joli ici au niveau des médias, c'est que j'ai quelque chose de statique. Donc ça, statique. Elle marche. Et donc on va utiliser ici un algorithme qui permet de faire reconnaître cette photo. Je vais prendre une photo ou bien le PDF en fait, dans la vidéo. Abder l'a fait à son rythme, avec son angle, comme il veut. Crépin l'a fait à son rythme en étant debout. Et pourtant, je vais arriver à fusionner tout ça. c'est magique ça. On va le faire devant vous en fait. Hein, donc, bon, j'ai 3 millions de Chinois qui bossent. Allez, ils sont compliqués là. Faut assurer. Il ne vous dit pas, donc faites tout est envoyé en Chine. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis ces nouvelles en chinois, ils sont payés triple. Hein. Ouais. Alors par contre, je vais faire une photo. C'est pour ça qu'on traîne de...
On va chercher le câble. Pendant qu'il va chercher le câble, je vous montre en fait, on a importé donc, les deux vidéos qui sont là. Il s'agit bien de vidéos, hein. On a enregistré des vidéos. On retrouve les mêmes informations tout à l'heure. On peut aller assez vite, c'est ProLab, tel que vous l'avez vu avec le Spectrum tout à l'heure. Sauf qu'ici, il n'y a pas de protocole avec présentation, il n'y a pas de protocole, on va dire, bien ferme. On est sur de l'écologie. Mais vous retrouvez bien les différentes fixations oculaires ici. Donc là, ce que va faire Thomas, c'est qu'il va importer les deux photos qu'il a prises. Idéalement, il aurait fallu prendre la version PDF qui est beaucoup plus propre. Mais ce qu'on va vous dire par là, c'est que en fait, vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas besoin de prendre une photo de super méga bonne qualité. Donc à partir de ces deux photos, l'instruction qu'il va donner au logiciel, c'est trouve-moi la présence de ces deux photos que je t'injecte dans chaque frame, sachant qu'il y a 25 frames par seconde. Dans chaque frame, on va comparer. Typiquement, enfin, ça n'impressionne personne lorsque vous faites de computer vision. Tu sais qu'on voit tout, hein. Je vais me cacher. Ouais, c'est une... C'est des simulis pour la taille de la pupille. Oui, il a des simulis pour la taille de la pupille. Oui, bien sûr. Ça provoque des charges émotionnelles particulièrement. Mais c'est dans le cadre. C'est très fort en émotion, c'est ça. Ça prend un peu de temps à charger, je vais l'ouvrir. Alors, on ne voit pas. On ne te croit pas. Ah ouais, C'est la merde du genre. entre le coucher sur les 4 fois, sur 213. C'est quoi cette bouteille de bière? Je suis en train de l'envoyer en chiffre, comme je disais tout à l'heure. Une presse. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai ça. Joanna, je te laisse venir à la boutique. Je vais donner ça. Ah, c'est pour le casque. C'est pour le jeu localisé dans l'espace. Parce qu'on sait ce jeu-là. Je ne sais pas comment tu te positionnes dans l'espace. Il est en train de charger toutes mes photos en fait, donc ça prend un peu de temps. Ouais, mais c'est en fait il veut d'abord charger tout avant de pouvoir les classer. C'est super. Les photos du Nouvel An, ce serait dramatique quand même. On va pas alors, c'est bon, je les ai. Ouais. Et si je vous remets l'écran. Voilà, il est là. Donc, du coup, comme Antoine le disait, nous, ce qu'on va essayer de faire avec ces enregistrements-là, c'est lancer cet algorithme automatique qui va venir, lui, chercher les photos que moi j'ai prises pour agréger les données dessus. Donc, du coup, j'ai cet outil, le snapshot, que je peux venir importer par ici. Donc, il faudra que je vous donne bien sûr des photos, des PNG, JPEG, etc. Donc, moi, j'ai les deux photos que je n'ai pas collées. Je vais les coller maintenant, voilà, pour aller les ouvrir et les importer dans le logiciel. Alors en plus elles ont une mauvaise orientation, mais c'est pas très grave, on va faire avec. Donc moi j'ai la possibilité de montrer ma photo de ma brochure à côté de mon enregistrement. Donc là, la manière dont ça se fait, c'est il y a deux manières. En fait, soit le logiciel le fait automatiquement pour nous, soit on aura la possibilité nous-mêmes,
en tant que petit chinois, du coup, pardon Antoine, de venir cliquer sur la photo et faire agréger les données numériques. Donc dans certains cas, ça peut être utile. Et là, en l'occurrence, on a une brochure, c'est relativement statique, donc on va pouvoir aller dans notre enregistrement, s'il veut bien. Il n'a pas l'air d'en passe. Donc, dans notre enregistrement, sélectionner une partie de l'enregistrement et lui demander, voilà, tu vas m'agréger les données là-dessus. Alors, est-ce que je vais peut-être sélectionner l'autre photo, parce que là, on a regardé clairement. Hein? Non, en fait, il n'y a pas besoin de tourner l'image, parce que ce qui fait cet algorithme automatique, c'est qu'il tourne l'image dans tous les sens, il l'agrandit, il la rétrécit, il essaie de il joue sur les couleurs, il cherche du contraste, il essaie de trouver des zones avec des objets en particulier. Enfin, c'est clairement des algorithmes de computer vision, quoi. Donc il est assez robuste. Et moi, je vais lui demander, voilà, dans cet enregistrement-là, tu vas me lancer le mapping automatique et venir essayer de me mapper les données automatiquement. C'est-à-dire mapper les données, reporter les données d'eye tracking de la vidéo sur l'image, pour qu'ensuite je puisse faciliter mon analyse. Donc là, il s'est lancé, l'algorithme est en route. Alors ça peut prendre un peu de temps, bien sûr, c'est un algorithme assez lourd. Généralement, c'est la chose que les gens aiment bien faire le soir avant de partir. Ils laissent l'ordinateur tourner toute la nuit avec des centaines et des centaines de mappings qui sont lancés. Et donc, s'il veut bien avancer, je vous fais patienter, c'est bien, en fin de journée là. Une fois qu'il aura fini, donc il va m'indiquer en bas, ici, s'il y a bien des données qui ont été mappées sur la brochure. Je peux lancer le deuxième. Donc je vais aller sur l'autre enregistrement aussi. C'est l'enregistrement 7. Allez chercher ma brochure. Donc là, c'est la page du devant de la brochure. Sélectionner l'intervalle dans lequel, alors oui, il y avait la page de devant, donc là c'était la page de devant, et lui demander de mapper sur mon snapshot, qui était le snapshot de la page de devant. Hop. Il va le lancer là. Ensuite, je vais lui demander, comme Antoine a regardé l'intérieur de la brochure, allez sélectionner l'intervalle dont Antoine regardait ça. Bon, on n'est pas obligé de sélectionner en entier, on va faire une partie, on va pas tout faire. Mais sélectionner la partie où Antoine, lui, est en train de regarder l'intérieur. Et pareil, de la même manière, lancer le mapping en live spot. J'ai pas changé d'image? Ah merde, je suis con. Tu viens de me dire en plus au micro, que tout le monde l'entende. À part ça, on sait bien. Oui, ça va. Alors, du coup, je reviens sur mon enregistrement précédent pour vous montrer ce qu'il a fait. Donc là, il a fini le mapping donc sur mon image. Et ici, en bas, vous avez une courbe. Alors, ça paraît un peu bizarre, il y a du vert, il y a du orange, etc. Donc en fait, il y a différentes zones qui vous indiquent avec un certain degré de confiance. Le logiciel est en train de vous dire, enfin l'algorithme est en train de vous dire, moi je suis confiant à tel pourcent. De savoir si le mapping a bien été fait ou pas. Donc on peut aller regarder à la mano. Alors là, c'est pas très très grand, donc c'est dur de voir à cause de la résolution. Aller vérifier s'il a bien mappé. Alors la fixation, elle était là. Donc c'est un peu dur de le voir. Mais en gros, on voit à droite sur l'image que le logiciel est venu reporter l'endroit où mon regard se portait sur l'image, avec une précision qui est relativement bonne, et qui est généralement très très bonne en fait, si on a le bon type de stimuli sur lequel on essaie de mapper. Donc l'idéal pour l'algorithme, vous l'avez, je pense que vous l'avez peut-être compris, hein, comme on prend une image, c'est un plan en 2D, donc en fait on essaye d'entrecouper un plan en 2D dans l'espace, avec l'image que nous on a prise. Donc l'idéal, c'est si notre stimuli est plat. Donc là, par exemple, une brochure, c'est très bien, parce qu'une brochure, c'est quand même relativement plat. Donc c'est-à-dire que mapper sur quelque chose de plat, ça va être simple. Si on a quelque chose qui est en 3D, ça devient plus compliqué, parce qu'il y a des effets de perspective, etc. Et ça, l'algorithme ne peut pas le faire. Exemple sur un visage. Un vrai visage en interaction sociale, c'est un peu plus compliqué, parce que je peux le regarder de face. Donc ça va. Par contre, si je commence à bouger la tête, vous êtes 2-3 quarts profil et tout. Donc là, forcément, c'est comme si les photos étaient différentes. Donc, quitte à faire ça, autant faire une photo de profil, une photo de face, et puis je marque sur les deux.
donc tout l'intérêt, c'est qu'une fois que les données sont mappées, moi j'ai plus besoin vraiment de faire le boulot, d'aller regarder enregistrement par enregistrement, comme chacun de mes participants a vu quelque chose de différent. Je peux avoir les cartes de chaleur, comme Antoine voulait les montrer tout à l'heure, avec mon image reconstituée et les données qui ont été mappées dessus. Bon là, c'est pas super intéressant parce que j'ai qu'un seul participant. Là, est-ce que j'ai une carte de chaleur? Voilà, il a bien mappé les données, donc on voit où mon participant il a regardé. Et le gaze plot, oui, donc on peut voir aussi participant par participant, dans quel ordre toujours. Alors là, ça fait un peu bizarre parce qu'on ne met pas vraiment dans le bon sens. Mais de la même manière, on a les fixations avec leur ordre, dans quel ordre ils apparaissent, les saccades entre les fixations, etc., etc. Donc là, on peut faire de l'analyse directe du parcours oculaire, aller comprendre certaines choses, telles que l'incompréhension du participant, etc., etc. Faire de l'analyse plus qualitative. Et, bien sûr, on peut toujours, toute la puissance de cet outil vient là, c'est pour l'analyse de notre stimuli, on peut maintenant venir et créer nos aires d'intérêt. Donc voilà, si moi je veux comprendre combien de temps mes participants passent à regarder les images de ma brochure, je peux aller faire des aires d'intérêt sur les images de ma brochure pour récupérer les données qui sont bien tombées sur cette image de la brochure, le petit texte en entrée, etc., etc., etc. Pour récupérer des statistiques de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure. Ça va? Je crois qu'on est bon. Hein? Des questions? Des questions peut-être hein? Non. Non, en fait, non, mais l'algo, il y a, comment dire, un patent dessus. Je ne sais plus comment on dit en français. Un brevet. Il y a un brevet dessus. Non. Si on utilise du deep learning et du machine learning. Mais ouais, c'est tout ce qu'on peut dire. Vous avez des questions? On a... Il nous reste 5 minutes maximum si vous ne voulez pas rater les trains, les bus et autres avions. La famille. Merci. Moi, j'ai une toute petite question de 30 secondes, comme ça on n'abuse pas. J'avoue que cet exercice, j'essaie de voir dans nos applications, dans quel parce que Mme Amaury a parlé tout à l'heure d'une discipline chez nous où il y a une véritable catastrophe. 85% d'échecs. C'est la discipline de la traduction à vue. Vous avez un texte dans une langue étrangère, vous devez le lire en français. En simultané? En simultané. Et donc 85% d'échecs, et on n'arrive pas à trouver de solution, et on n'arrive pas à profiter du savoir des formateurs pour éviter cet échec. L'idée, c'est que par le eye tracking, puisque c'est par les yeux que tout se passe, on pourrait peut-être dénicher, déceler la stratégie des étudiants brillants, parce qu'il y en a qui ont des 16. Combien tu as eu à l'examen de traduction à vue, Adeline? Tu as eu une bonne note? Oui, Tu te souviens? non, Adeline, c'est une bonne étudiante. Donc ça veut dire qu'il y a des étudiants qui ont des notes de distinction, de grande distinction, ils sont une minorité, alors que 85% sont en échec. On ne pourrait pas prendre leur stratégie par le tracking et la transférer aux autres? C'est exactement l'utilisation qu'on en vraiment qui est très dominante aujourd'hui avec les lunettes. C'est cette comparaison novice-expert, ce que j'appelle novice-expert. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Et donc d'apprendre de l'expert et de raccourcir le temps d'apprentissage du novice. Parce qu'il y a des techniques que vous ne retrouverez jamais dans le manuel. Quand vous travaillez avec un ouvrier dans l'aéronautique qui a bossé pendant 25 ans à faire des ailes en moulage, il vous dira jamais, il ne saura même pas vous dire comment il fait. Et le fait de l'observer, il nous permet, mais après, à nouveau, j'insiste sur le métier. Il faut quand même être dans le métier pour pouvoir interpréter et porter ce savoir pour faciliter la chose. Sur
sur les textes, c'est quelque chose qui peut déjà, d'ores et déjà se faire sur écran, je pense. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour la traduction à vue, si c'est vraiment un texte papier. Oui, c'est généralement un texte papier. Mais ça peut aussi se faire sur écran, Oui, avec la oui, traduction sur écran. tous les exercices ont été sur l'écran. La remarque de Thomas, en fait, vient du fait que forcément, sur écran, cette opération de conversion qu'on vient de faire, là, n'est pas nécessaire, puisqu'on sait qu'on va regarder l'écran. Donc c'est d'autant plus efficace. Maintenant, on sait que certains exercices sont influencés par le média en lui-même. On ne lit pas un écran de la même manière qu'on lit un imprimé, une version imprimée. Et là, ça peut prendre un sens. Mais si vous avez la possibilité de présenter ces stimuli sur l'écran, il est quand même préférable de le faire. Vous pourriez montrer le texte à traduire en direct à l'écran et enregistrer le parcours oculaire avec un traducteur sur écran. Et ça facilite énormément l'interprétation des données parce qu'on n'a plus besoin de faire cette étape entre les deux, d'aller rapporter les données sur. Est-ce que mon équipe entend ça? Est-ce que Florian est là? Mais mon équipe est partie, parce qu'ils sont dans l'autre salle. Ouais. Ah, Abdel, tu notes parce qu'on va mener une recherche là-dessus, on va faire. Oui, Adrien était très intéressé, mais maintenant, comme Naïma a un train. Ok. On va trouver une possibilité. Donc on va partir de l'idée de Thomas de faire ça sur écran et puis d'observer un certain nombre de candidats. Daniel, c'est intéressant. Tu fais ton mémoire là-dessus. Ça en dit, oui. Très bien. Non, mais c'est vrai, la traduction à vue, c'est très subjectif. Et l'évaluation, je vous assure, on n'arrive C'est même dépend pas. du texte en fait, c'est même pas la traduction. Pas toujours. Ouais. Pas toujours, mais parfois, le prof ne sait pas expliquer pourquoi ils doivent traduire de telle façon au lieu de traduire d'une autre façon. Donc, ça, c'est un outil qui peut permettre d'être objectif et savoir si la difficulté vient de l'étudiant ou du texte ou je ne sais pas s'il y a d'autres facteurs qui ont influencé. Je pense qu'on pourrait voir beaucoup de choses avec de la tracking là-dessus. Parce qu'à mon avis, une bonne partie des raisons pour lesquelles certaines personnes n'arrivent pas à traduire directement là, c'est la confusion aussi, je pense. Et ça se voit, c'est des choses qui se voient très très bien avec de la tracking sur écran. C'est assez. Parce que dans tout ce qui est scientifique, on s'est dit A plus 1, ça fait 2. Mais dans les sciences humaines, ce n'est jamais très clair ni très net. Puis on a un certain laps de temps pour lire le texte, donc on s'était bête, des dialectiques, on laisse passer. Pour revenir au Covid, est-ce que vous trouvez que les lunettes vont être assez précises pour faire de l'analyse des lunettes? Est-ce qu'il y a une police nécessaire? Ou alors, qu'est-ce que vous conseillez? Parce que j'imagine qu'ici, tu dis aussi d'utiliser quelque chose qui est peut-être à 1200 Hz, parce que ça permettra de mieux analyser certains caractères, alors que les lunettes, il ne peut pas avoir de différence entre le bras contrôle. C'est pas exactement sur la fréquence du tracker, mais c'est plus sur la précision de la mesure, tout simplement. C'est-à-dire que là, pour ce tracker-là, c'est le tracker le plus précis qu'on a chez Tobii. Et c'est sans doute un des trackers les plus précis qui sont sur le marché aussi. Donc ça aide pour la lecture, parce que du coup ça nous laisse plus de possibilités pour ce qui est de la taille de la police, etc. Avec les lunettes, alors peut-être qu'Antoine va avoir un point de vue différent du mien, mais pour moi les lunettes sont pas faites pour la lecture. Peut-être qu'Antoine vous dirait c'est possible. Les lunettes c'est vraiment pour le qualitatif. Moi j'attaquerai pas. Des zones, mais c'est pas. Voilà, c'est ça. J'ai des paragraphes, comparaison de texte, image, des choses comme ça, en science globale, mais pas. Je pense pas que ce soit vraiment ce qui est le plus adapté sur à moins de faire des grosses. Oui, il faudrait vraiment sur la Bonjour. Non, mais Et du coup, il paraît que la systématique, parce que c'est un peu un fixe, ça ne peut jamais être aussi précis que ces notions fixes, mais est-ce que vous avez la lecture? Je pense pas. Donc c'est aussi pour des zones. De la lecture au sens psycholinguistique. Par contre, on Vous saura. apparaître quand vous voulez l'essayer. Oui, il connaît, on s'est déjà mis d'accord pour le lier. C'est ce que disait Thomas tout à l'heure par rapport au théorème de Shannon. En gros, on est sur du 120 Hz. Donc on a une mesure toutes les 8 millisecondes à peu près, 8,33. Une saccade oculaire, on peut supposer que c'est autour de 30, 40, 50 millisecondes. Voire même moins, donc du coup on est un petit peu limité.
votre logiciel, est-ce que vous permettez qu'on définisse nous-mêmes les paramètres pour fixer les fixations des saccades? C'est le filtre de fixation saccade. Donc on peut choisir nous-mêmes, ça doit rester spatialement dans telle zone pendant X temps, ou alors vous avez un algorithme qui le fait. On a un algo qui le fait, je peux vous montrer. On a un livre blanc qui explique le papier sur lequel on s'est basé pour écrire l'algo, c'est IVT. Donc là, il y a les paramètres du filtre qui sont présentés juste là, donc il y a différentes choses. Ça serait un peu dur à expliquer en 2 minutes. Mais par contre, je peux vous envoyer le white paper Voilà. avec les références bibliographiques. Et là, vous pouvez customiser le filtre et faire un peu ce que vous voulez avec. Bien. Alors, là, nous sommes arrivés à la fin de cette journée. Splendide journée. Je dois d'abord remercier mon partenaire, en tête de l'équipe, Madame Johanna Glaske, l'évolution de la technologie. C'est nous qui allons les mettre à l'épreuve. Ce sera avec grand plaisir. Et bon, j'en profite du coup pour remercier toute l'équipe, M. Safar, et toute l'équipe. Vous avez tous participé à cette journée qui a été extrêmement riche. On a pris des notes. Beaucoup de Chinois ont pris des notes. Et n'hésitez pas, c'est un premier prise de contact. On se reverra l'année prochaine. Comme j'ai pu vous le dire individuellement, si vous souhaitez que je repasse, ce sera vraiment avec grand plaisir. Ce que l'on a instauré aussi avec le professeur Safar, c'est que à mi-terme, sur une demi-journée, sollicitez-moi. Je ne vous donnerai pas la possibilité de vous faire une formation complète, mais de passer une demi-journée avec vous, de faire une petite prise en main sur le matériel logiciel que vous avez déjà, et les autres thésards, doctorants et postdocs, Abder qui connaît déjà, Florian, pourront compléter ce que moi je n'ai pas pu aborder en 2-3 heures. Voilà, c'est un peu l'idée. Je ne sais pas si M. Safar vous l'a dit, mais on a été suivi de Montréal, au Liban. Donc on a émis Dans en deux universités, l'image elle n'était pas très belle, mais tout le monde a suivi. Donc de 2 universités libanaises, Balamand et l'université libanaise de Beyrouth, en Roumanie, Timișoara, le doyen de la Polytechnique, et la France, Montpellier. Voilà. Donc l'année prochaine, ça va augmenter bien sûr. l'année prochaine, nous organisons le streaming de manière plus solide. Et Mme Rameau, il ne sera pas la seule à s'en occuper. Franchement, c'était bricolage. L'image n'est pas très belle, mais tout le nous monde était content. Nous sommes filmés par 2 caméras. Nous allons avoir l'image de la journée, des images de la journée. On va pouvoir faire un montage et les mettre en ligne sur la web TV du CERN. Donc, dans peut-être un jour ou deux, en principe, avec l'Équateur, il est parti là, depuis longtemps. Voilà, il est en train de filmer. Et donc, je propose que d'ici peut-être un jour ou deux, ces images soient mises sur le web et que vous puissiez bien les visionner à l'aise ou les suggérer à des amis qui ne sont pas en Belgique ou qui n'ont pas pu se libérer. Ils ne sont pas en Belgique, mais ils n'ont pas pu se libérer. Et puis moi, je veux bien jouer la boîte postale. Si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin de vous mettre en contact avec nos amis, que ce soit en Suède, que ce soit en France, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas les liens nécessaires, vous vous adressez à moi, je vous faciliterai la tâche. Je vous remercie vivement à tous pour votre présence, pour vraiment l'intérêt extraordinaire de cette journée. Je voudrais adresser un remerciement particulier à Matei Mankas, mon ami, mon collègue, à son équipe et plus largement à la Polytechnique, à la faculté Polytechnique qui nous a appuyés pour cette journée.